Ce soir-là, j'ai compris qu'une ceinture pouvait détruire bien plus qu'une vie. Elle pouvait détruire l'idée même de ce qu'est un fils. Je m'appelle Hortense Lefebvre, j'ai 71 ans. Et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Non par honte, mais parce que certaines vérités sont si lourdes qu'elles nous écrasent à la voix. Pendant 50 ans, j'ai cru que l'amour d'une mère était une forteresse indestructible. J'ai cru que donner tout ce que l'on possède à son enfant était le plus beau des actes. J'ai cru que le sang nous protégeait de la cruauté. Ce soir-là, dans mon propre salon, j'ai compris que j'avais eu tort. Tout a commencé 3 mois plus tôt, par un dîner qui semblait ordinaire. Maxime, mon fils unique, était venu me rendre visite avec Céline, sa femme. Ils arrivaient toujours à l'improviste ces derniers temps, sans prévenir, comme s'ils avaient peur que je dise non. « Maman, on voulait te parler de quelque chose d'important », avait dit Maxime en posant sa main sur la mienne. Sa main était froide. Je m'en souviens encore. Céline avait souri. Ce sourire étrange qu'elle avait pris l'habitude d'afficher depuis quelques mois. Un sourire trop large, trop rapide. « Hortense, vous savez que nous vous aimons beaucoup », avait-elle dit en se penchant vers moi. « Et justement, on s'inquiète pour vous. » Je les avais regardés sans comprendre. « Vous inquiétez? Mais de quoi ?» Maxime avait échangé un regard avec Céline, puis il avait sorti une enveloppe de sa veste. « Maman, tu as 71 ans maintenant, et avec tout ce que tu possèdes, la maison, les comptes, les placements de papa, on pense qu'il serait prudent de mettre tout ça en ordre. » J'avais froncé les sourcils. « En ordre? Mais tout est déjà en ordre, Maxime. Ton père a tout organisé avant de partir. » Céline avait ri, un rire léger, presque enfantin. « Oh, Hortense, vous êtes adorable. Mais les choses changent, vous savez. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Un accident, une confusion. » Elle avait marqué une pause, puis avait ajouté, avec une douceur qui m'avait glacée, « À votre âge, il vaut mieux anticiper. À votre âge. » Ces 3 mots m'avaient transpercé comme une lame. Maxime avait ouvert l'enveloppe et en avait sorti plusieurs documents. « Regarde, maman, c'est une procuration. Ça te permettrait de ne plus t'occuper de rien. Céline et moi, on gérerait tout pour toi. Tes comptes, tes factures, tes décisions. Tu n'aurais plus à te soucier de rien. » Je les avais fixés en silence. « Une procuration ? » ?»« Oui, maman, juste une signature. Comme ça, si un jour tu as besoin de quelque chose, on pourra t'aider immédiatement. » Quelque chose dans sa voix ne sonnait pas juste. Quelque chose dans son regard non plus. « Maxime, je n'ai besoin d'aide pour rien. Je vais très bien. » Céline avait posé sa main sur mon épaule. Une main trop ferme, trop insistante. « Mais bien sûr que vous allez bien, Hortense. Personne ne dit le contraire. C'est juste par précaution. » J'avais repoussé les papiers vers eux. « Non, je ne signerai rien ce soir. » Le sourire de Céline s'était figé. Maxime avait serré les dents. « Maman, tu ne comprends pas. C'est pour ton bien. »« Mon bien ? Mon bien, c'est de décider moi-même de ma vie, Maxime. » Il avait ramassé les papiers brusquement et les avait rangés dans l'enveloppe. « Très bien, on en reparlera. » Ils étaient repartis sans finir leur café. Les semaines suivantes, les visites s'étaient multipliées. À chaque fois, les mêmes mots revenaient. Procuration, prudence, ton âge, pour ton bien. À chaque fois, je refusais. Et à chaque fois, je sentais quelque chose se durcir dans le regard de mon fils. Un soir, Céline m'avait dit en souriant, « Vous savez, Hortense, il y a des maisons très bien pour les personnes de votre âge, des endroits où on s'occupe de tout, où vous n'auriez plus à vous inquiéter de rien. » J'avais senti mon sang se glacer. « Je ne quitterai jamais ma maison, Céline. » Elle avait haussé les épaules. « On verra bien. » Et puis, il y a eu ce soir où tout a basculé. Maxime était arrivé seul. Céline l'avait rejoint quelques minutes plus tard. Ils avaient les mêmes papiers, la même enveloppe, mais cette fois, leur ton avait changé. « Maman, ça suffit maintenant. Tu vas signer. »« Maxime, je t'ai déjà dit non. Ce n'est plus une demande, maman. » J'avais reculé d'un pas. « Quoi ?» Céline avait croisé les bras, adossée contre la porte du salon. « Hortense, on a été patient, mais là vous commencez à nous fatiguer. » Maxime avait posé les papiers sur la table. « Tu signes maintenant, ou on te place sous tutelle. On a déjà parlé à un médecin. Il dit que tu montres des signes de confusion. »« De confusion ? Mais je ne suis pas confuse. C'est ce que disent tous les gens confus, maman. » Les larmes m'étaient à monter aux yeux. « Maxime, tu es mon fils. » Il avait détourné le regard, et c'est là que j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Il avait retiré sa ceinture, lentement, délibérément. « Signe, maman. » Céline avait ri, un rire sec, presque joyeux. « Maintenant, tout va être à nous. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous ?
Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Hâte de continuer cette histoire, je dois vous ramener en arrière, parce que pour comprendre comment j'en suis arrivé là, debout dans mon propre salon, face à mon fils qui tenait une ceinture comme une menace, il faut que vous sachiez qui était Maxime, ou plutôt, qui je croyais qu'il était. Maxime est né un matin de mars, il y a 43 ans. C'était un printemps précoce. Les cerisiers du jardin étaient en fleurs, et la lumière entrait par la fenêtre de la maternité comme une bénédiction. Quand l'infirmière me l'a posé dans les bras, j'ai pensé « Voilà, ma vie vient de commencer pour de bon ». Mon mari, Georges, avait pleuré. Lui qui ne pleurait jamais. Il avait posé sa main sur la tête de Maxime et avait murmuré « On va tout faire pour lui, tout ». Et nous l'avons fait. Pendant 43 ans, nous avons tout fait pour lui. Maxime était un enfant facile, calme, souriant. Il ne pleurait presque jamais. Je me souviens de ces après-midi dans le jardin, assis dans l'herbe avec ses petites voitures. Il les alignait avec une précision méthodique, en leur inventant des histoires. « Maman, regarde, celle-là c'est la mienne, et celle-là c'est celle de papa. On part en voyage tous ensemble. » Il avait ce don, celui de rendre tout simple, tout lumineux. Georges disait souvent « Ce garçon ira loin, il a quelque chose de spécial. » Et nous y avons cru. Nous avons cru en lui comme on croit au soleil du matin. Quand Maxime a eu 7 ans, nous l'avons inscrit dans la meilleure école du quartier. Il était bon élève, pas brillant, mais appliqué, sérieux. Chaque soir, je l'aidais à faire ses devoirs à la table de la cuisine. Il s'installait toujours à la même place, près de la fenêtre, avec son cartable bien rangé à côté de lui. « Maman, tu crois que je pourrais devenir architecte plus tard? Tu pourras devenir ce que tu veux, mon chéri, du moment que tu travailles avec cœur. » Il avait souri, ce sourire si doux, si confiant. « Alors je vais travailler très fort, pour toi et papa. » Je l'avais serré dans mes bras. « Tu n'as rien à nous prouver, Maxime. On t'aime déjà plus que tout. » Les années ont passé. Maxime a grandi. Il est devenu un jeune homme élancé, aux traits fins, aux gestes posés. Il avait hérité des yeux clairs de Georges et de ma discrétion naturelle. Il n'était pas du genre à se mettre en avant. Il préférait observer, écouter. Parfois, je me demandais ce qui se passait vraiment dans sa tête. Mais je chassais vite ses pensées. Un fils n'a pas besoin d'être compris dans les moindres détails. Il a besoin d'être aimé. Et Dieu sait que nous l'avons aimé. Quand il a eu 18 ans, Maxime a annoncé qu'il voulait faire des études de commerce. « Pas l'architecture ?» avais-je demandé surprise. « Non, maman. Le commerce, c'est plus sûr, plus stable. » Georges avait approuvé immédiatement. Il a raison. Il pense à son avenir. C'est un garçon intelligent. Nous avons payé ses études. 3 ans dans une école privée, puis un stage dans une entreprise de conseil. Maxime travaillait beaucoup. Ou du moins, c'est ce qu'il nous disait. Il rentrait tard, toujours fatigué, toujours pressé. « Maman, je n'ai pas le temps de dîner ce soir. J'ai un dossier à finir. Tu travailles trop, mon chéri. C'est pour nous construire un avenir, maman. Pour nous. » Ce mot me réchauffait le cœur. Et puis, il y a eu Céline. Il l'a rencontrée à 28 ans, lors d'un séminaire d'entreprise. Elle travaillait dans les ressources humaines. Cheveux blonds, sourire éclatant, voix douce. La première fois qu'il nous l'a présentée, j'ai voulu croire que c'était elle, celle qui rendrait mon fils heureux. Georges l'avait trouvée charmante. Moi, j'avais senti quelque chose d'étrange, une légère tension dans son sourire, une façon de me regarder un peu trop longtemps. Mais je m'étais dit, c'est normal. Elle est intimidée. Elle veut bien faire. Ils se sont mariés 2 ans plus tard. Une belle cérémonie dans un château de la Loire. Céline avait insisté pour que tout soit parfait. Les fleurs, le traiteur, la musique. « Hortense, vous comprenez, c'est notre jour. Il faut que ce soit inoubliable. » Georges et moi avions payé la moitié des frais. « C'est normal, » avait dit Georges. « On ne se marie qu'une fois. » Après le mariage, Maxime est devenu plus distant. Il appelait moins. Il passait moins souvent. Quand je lui en parlais, il répondait toujours la même chose. « Maman, j'ai une vie maintenant, une femme, des responsabilités. »« Je sais, mon chéri. Mais tu me manques. Toi aussi, maman. Mais tu comprends. » Et je comprenais. Ou plutôt, je voulais comprendre. Georges est tombé malade quand Maxime avait 37 ans. Un cancer foudroyant. 6 mois entre le diagnostic et la fin. Pendant ces 6 mois, j'ai tout fait pour que Georges parte en paix. Les rendez-vous médicaux, les traitements, les nuits blanches à son chevet. Maxime venait de temps en temps, pas souvent. « Maman, je suis désolée, mais avec le travail... »« Je sais, mon chéri, ne t'inquiète pas. » Céline, elle, ne venait jamais. « Les hôpitaux me dépriment, avait-elle dit une fois au téléphone.
Georges est parti un matin de novembre. J'étais seule avec lui. Il a ouvert les yeux, m'a regardé et a murmuré « Hortense, fais attention à toi. » « Pourquoi tu dis ça, Georges ? » « Parce que… » Mais il n'a pas fini sa phrase. Ses yeux se sont fermés et je suis restée là, sa main dans la mienne, pendant des heures. Maxime est arrivé après, longtemps après. Quand je lui ai dit que son père était parti, il a hoché la tête, les mâchoires serrées. « Je suis désolée, maman. Il t'aimait tellement, Maxime. » « Je sais. » Puis il a ajouté, d'une voix plus froide, « Il faut qu'on parle de l'héritage. Papa avait des choses à régler, non ?» J'avais senti quelque chose se briser en moi. L'héritage. Pas papa. Pas je vais te manquer aussi. L'héritage. Georges m'avait tout laissé. La maison, les comptes, les placements. C'était écrit dans son testament. Tout me revenait, et à ma mort, tout irait à Maxime. C'est logique, avait dit le notaire. Vous êtes encore jeune, Madame Lefebvre. Vous avez besoin de sécurité. Maxime avait paru contrarié. Mais maman, tu as vraiment besoin de tout ça? C'est ce que ton père a voulu, Maxime. Oui, mais… Enfin, tu comprends? Non, je ne comprenais pas. Ou peut-être que si. Peut-être que je commençais à comprendre quelque chose que je refusais encore de voir. Pendant les 2 ans qui ont suivi, j'ai vécu seule dans cette grande maison. Seule, mais pas malheureuse. J'avais mes habitudes, mon jardin, mes livres, mes souvenirs. Chaque matin, je prenais mon café dans la tasse bleue que Georges m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. Une tasse simple, en porcelaine, avec un filet doré sur le rebord. Je la posais toujours au même endroit, sur la table de la cuisine, face à la fenêtre, et je pensais à lui. « Georges, tu me manques. » Maxime revenait de temps en temps, toujours avec Céline, toujours avec un sourire poli, et toujours avec cette phrase « Maman, tu es sûre que tu vas bien? Tu n'as besoin de rien? » « Non, mon chéri, tout va bien. Parce que tu sais, si jamais tu te sens fatigué ou perdu, on est là, perdu. » Ce mot me hantait. Pourquoi continuait-il à dire que je pourrais me sentir perdu? Et puis, il y a eu ce dîner. Ce premier dîner où ils ont parlé de la procuration. Le dîner où tout a commencé à se fissurer. Parce qu'à partir de ce soir-là, je n'ai plus regardé mon fils de la même façon. À partir de ce soir-là, j'ai commencé à comprendre que l'amour d'une mère peut parfois être une prison dont on refuse de voir les barreaux. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Il y a des moments dans une vie où l'on voit quelque chose sans vraiment le voir, où l'on entend quelque chose sans vraiment l'entendre, parce que le cœur refuse d'accepter ce que les yeux ont déjà compris. C'est exactement ce qui m'est arrivé pendant les semaines qui ont suivi ce premier dîner. Après leur départ ce soir-là, j'étais restée longtemps assise à la table de la cuisine. La tasse bleue était encore devant moi, vide. Je l'avais prise dans mes mains et j'avais senti le filet doré sous mes doigts. Georges, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Mais Georges n'était plus là pour me répondre. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti un vide immense, pas celui de son absence, mais celui de mon incertitude. Est-ce que je deviens folle? Est-ce que j'imagine des choses? Maxime était mon fils, mon unique enfant, celui que j'avais porté, élevé, protégé. Comment pouvait-il vouloir me faire du mal? Il ne veut pas te faire du mal, Hortense. Il s'inquiète, c'est tout. Je me répétais ces mots comme une prière, mais quelque chose, tout au fond de moi, refusait d'y croire. Les jours suivants, j'ai essayé de reprendre ma routine. Le matin, je prenais mon café dans la tasse bleue. Ensuite, je faisais un tour dans le jardin. Les rosiers avaient besoin d'être taillés. Les allées étaient couvertes de feuilles mortes, mais je n'arrivais plus à me concentrer. Chaque fois que je posais les yeux sur un objet, une photo de Maxime enfant, un vase que Céline m'avait offert pour mon anniversaire, le téléphone sur la console de l'entrée, je sentais une inquiétude sourde monter en moi. Ils vont revenir, ils vont insister, et ils sont revenus. 3 jours après ce dîner, Maxime m'a téléphoné. « Maman, c'est moi ?»« Oui, mon chéri. Comment vas-tu ?»« Très bien. Écoute, Céline et moi, on voulait passer te voir demain soir. Juste pour prendre des nouvelles. Juste pour prendre des nouvelles. » Cette phrase aurait dû me rassurer. Mais elle ne m'a pas rassurée. « Demain soir ? Oui, vers 19h. Ça te va ?» J'ai hésité. Une partie de moi voulait dire non, inventer une excuse, repousser cette visite. Mais une autre partie, celle qui refusait encore de voir la vérité, a dit « Oui, bien sûr, je vous attendrai. » Le lendemain, j'ai passé la journée à préparer un repas. Ce n'était pas grand-chose, une quiche lorraine, une salade, une tarte aux pommes. Mais j'ai tout fait avec soin,
comme si chaque geste pouvait effacer ce malaise qui ne me quittait plus. Peut-être que je me suis trompée, peut-être qu'ils viennent vraiment juste pour me voir. À 19 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Maxime était là, avec Céline. Ils souriaient, tous les deux. « Bonsoir, maman. Bonsoir, mon chéri. » Céline m'a fait la bise. 2 bises rapides, sans chaleur. « Hortense, ça sent délicieux. Vous vous êtes donné du mal. » « Oh, ce n'est rien. » Nous sommes passés à table. Pendant le dîner, tout semblait normal. Maxime me racontait son travail. Céline parlait d'une collègue qui l'agaçait. Il riait, il mangeait, mais je sentais quelque chose. Une tension, un non-dit, comme si chaque phrase n'était qu'un prélude à autre chose. Et puis, au moment du dessert, Maxime a posé sa fourchette. « Maman, on voulait te reparler de cette histoire de procuration. » Mon cœur s'est serré. « Maxime, je t'ai déjà dit que je n'en voulais pas. » « Je sais, mais tu n'as peut-être pas bien compris de quoi il s'agissait. » Il a sorti une nouvelle enveloppe de sa veste, plus épaisse que la première. « Regarde, on a simplifié les papiers. C'est beaucoup plus clair maintenant. » Il a étalé les documents devant moi. Des pages et des pages de termes juridiques, de clauses, de signatures demandées. « Tu vois, maman, c'est très simple. En gros, ça nous donne juste le droit de gérer tes comptes et tes biens si jamais tu n'es plus en mesure de le faire toi-même. » Mais je suis en mesure de le faire moi-même. Céline a posé sa main sur la mienne. « Hortense, personne ne dit le contraire. Mais vous savez, à votre âge, les choses peuvent changer très vite. Un oubli, une confusion, un accident. Je n'ai pas d'oubli, je n'ai pas de confusion. » Maxime a soupiré. « Maman, tu dis ça maintenant? Mais l'autre jour, tu as oublié d'éteindre la cuisinière. » J'ai senti mon sang se glacer. « Quoi? Mais non, je n'ai jamais... »« Si, maman. Céline et moi, on est passé il y a 2 semaines, tu te souviens? Tu étais sortie faire des courses et la cuisinière était encore allumée. Ce n'est pas vrai. » « Si, c'est vrai. » Il parlait calmement, avec une assurance terrifiante. Céline a hoché la tête. « C'est vrai, Hortense. On était très inquiets. On n'a rien dit pour ne pas vous alarmer. Mais là, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. » J'ai regardé mon fils. J'ai cherché dans ses yeux quelque chose. Un doute, une hésitation, un signe qu'il mentait. Mais je n'ai rien vu, rien qu'une certitude froide. « Maxime, je ne comprends pas. Pourquoi tu inventes ça? » « Je n'invente rien, maman. »« Si, je n'ai jamais laissé la cuisinière allumée. » Ma voix tremblait. J'ai senti les larmes monter. Maxime a échangé un regard avec Céline. Puis il a dit, d'une voix douce, presque compatissante, « Maman, c'est exactement ce que je disais. Tu ne te rends même plus compte. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas ma lucidité, pas ma mémoire, mais quelque chose de plus profond. La confiance absolue que j'avais eue en mon fils pendant toute ma vie. Cette confiance qui me disait « Il ne me fera jamais de mal. C'est impossible. » Et là, assise à ma propre table, devant la tarte aux pommes que j'avais préparée avec amour, j'ai compris. Il ment. Il ment pour me faire douter. Il ment pour me faire peur. Il ment pour que je signe. Non. Ma voix était à peine audible. Non quoi, maman? Non, je ne signerai pas. Maxime a serré les dents. Maman, tu es en train de faire une erreur. C'est toi qui fais une erreur, Maxime. Céline a ri, un petit rire sec, presque amusé. Hortense, vous êtes têtue. Ça va vous causer des problèmes, vous savez? Des problèmes? Quels problèmes? Elle a haussé les épaules. Oh, je ne sais pas. Mais les personnes âgées qui refusent l'aide de leur famille, ça finit souvent mal. Elle avait dit ça avec un sourire qui m'a glacé jusqu'aux os. Ils sont partis peu après. Maxime a ramassé les papiers sans un mot. Céline m'a fait la bise, toujours avec ce sourire étrange. Réfléchissez bien, Hortense, on reviendra. Quand la porte s'est refermée, je suis restée debout dans l'entrée, tremblante. J'ai regardé autour de moi. Ma maison, mes meubles, mes souvenirs, tout était encore là. Mais quelque chose avait changé. Je ne suis plus en sécurité chez moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans la cuisine, la tasse bleue entre mes mains. J'ai pensé à Georges, à Maxime enfant, à toutes ces années où j'avais cru que l'amour suffisait. Georges, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et puis, j'ai pensé à autre chose, à ce que Céline avait dit. Les personnes âgées qui refusent l'aide de leur famille, ça finit souvent mal. Ce n'était pas une inquiétude, c'était une menace. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai téléphoné à Maître Benoît Garnier, l'avocat qui avait réglé la succession de Georges. Maître Garnier, c'est Hortense Lefebvre. Madame Lefebvre, comment allez-vous? J'ai besoin de vous voir, c'est urgent. Il a perçu quelque chose dans ma voix. Bien sûr. Vous pouvez passer demain matin? Oui,
Merci. Mais avant même que je puisse aller le voir, Maxime et Céline sont revenus. Cette fois, sans prévenir. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers, quand j'ai entendu la voiture se garer dans l'allée. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Ils reviennent déjà. Je suis rentré dans la maison. Ils étaient déjà à la porte. Maxime a sonné. J'ai ouvert. « Bonjour, maman. » Il ne souriait plus. Céline non plus. « On peut entrer ?» Je n'ai pas eu le temps de répondre. Ils sont entrés. Maxime a posé les papiers sur la table du salon. « Maman, on en a assez. Tu vas signer maintenant. »« Non, Maxime. »« Si. » Céline s'est approchée de moi. « Hortense, vous ne comprenez pas. Vous devez signer. Sinon, on va être obligé de prendre d'autres mesures. » « Quelles mesures ? » « Une mise sous tutelle. » J'ai senti mes jambes trembler. « Vous ne pouvez pas faire ça. » Maxime a croisé les bras. « Si, maman, on peut. On a déjà parlé à un médecin. Il a accepté de signer un certificat médical attestant que tu montres des signes de sénilité. » « De sénilité ? Mais c'est faux. Ce n'est pas à toi de décider, maman. » J'ai compris, à ce moment-là, que ce n'était plus une demande. C'était un piège qu'ils avaient préparé depuis longtemps. Et je m'étais laissé enfermer dedans sans même m'en rendre compte. « Ah, Maxime, pourquoi tu fais ça ?» Il a détourné le regard. « Parce que j'en ai besoin. » « Besoin de quoi ? De cet argent, de cette maison, de tout ce que papa t'a laissé. » Il avait dit ça froidement, sans honte, comme si c'était une évidence. Céline a ajouté, avec un sourire, « Vous ne vivrez pas éternellement, Hortense, autant que tout soit réglé maintenant. » J'ai reculé d'un pas, et j'ai dit, d'une voix que je ne me connaissais pas, « Sortez de chez moi. » Maxime a ri. « C'est ma maison, maman. Ou en tout cas, elle le sera bientôt. » Sortez ? Non. Et c'est là que j'ai compris. Ils ne partiraient pas. Ils ne me laisseraient pas tranquille. Ils ne s'arrêteraient que quand ils auraient tout pris. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai menti. Très bien. Je vais signer. Maxime a froncé les sourcils. Quoi ? Je vais signer. Mais pas maintenant. Demain. Je veux relire les papiers calmement. Céline a souri. Enfin, vous devenez raisonnable. Ils sont partis. Et dès que la porte s'est refermée, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Maître Garnier. Maître, il faut que vous veniez chez moi. Tout de suite. Madame Lefebvre, que se passe-t-il ? Mon fils veut me voler ma vie. Maître Garnier est arrivé chez moi 1 heure plus tard. C'était un homme dans la soixantaine, élégant, au regard posé. Il avait connu Georges pendant plus de 20 ans. Il avait réglé notre succession, nos donations, nos testaments. C'était quelqu'un en qui j'avais confiance. Quand je lui ai ouvert la porte, il a immédiatement vu que quelque chose n'allait pas. « Madame Lefebvre, vous êtes toute pâle. Entrez, s'il vous plaît. » Nous nous sommes installés au salon. J'ai posé devant lui les documents que Maxime avait laissés. Il les a parcourus en silence, page après page, le visage de plus en plus grave. Puis, il a levé les yeux vers moi. « Madame Lefebvre, vous comprenez ce que c'est ? Une procuration, non ? Oui, mais pas n'importe laquelle. C'est une procuration générale, universelle et irrévocable. » J'ai senti mon cœur se serrer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous signez ça, votre fils et sa femme auront un contrôle total sur tous vos biens, vos comptes bancaires, vos placements, cette maison, tout. Et vous ne pourrez plus rien faire. Vous ne pourrez même plus retirer d'argent sans leur autorisation. Le silence est tombé dans la pièce. Et je ne pourrai pas annuler cette procuration ? Non, c'est écrit ici, en tout petit. Irrévocable. Une fois signé, c'est définitif. J'ai senti mes mains trembler. Mais pourquoi Maxime voudrait ça ? Maître Garnier a posé les papiers sur la table et m'a regardé avec une douceur terrible. « Madame Lefebvre, je dois vous poser une question difficile. Votre fils a-t-il des problèmes financiers ? Je ne sais pas. Des dettes, des investissements qui ont mal tourné ? Il ne m'en a jamais parlé. » Maître Garnier a hoché la tête lentement. « Je vois. Madame Lefebvre, je vais être direct avec vous. Ce type de document, on ne le fait signer que dans 2 cas. Soit la personne est réellement incapable de gérer ses affaires, ce qui n'est manifestement pas votre cas, soit quelqu'un cherche à prendre le contrôle de son patrimoine. Vous êtes en train de me dire que mon fils... » Je n'ai pas pu finir ma phrase, parce que dire les mots à voix haute aurait rendu la chose réelle, trop réelle. Maître Garnier s'est penché vers moi. « Madame Lefebvre, écoutez-moi bien. Vous ne devez en aucun cas signer ces papiers. Vous m'entendez ? En aucun cas. Mais ils ont parlé de me placer sous tutelle. Ils ne peuvent pas sans une procédure judiciaire complète. Et pour ça, il faudrait qu'un médecin expert mandaté par un juge atteste de votre incapacité.
ce qui ne sera jamais le cas, puisque vous êtes parfaitement lucide. Mais Maxime a dit qu'il avait déjà un médecin Un médecin complice, Madame Lefebvre, ce qui est parfaitement illégal. S'ils essaient de faire ça, je les poursuivrai personnellement. Sa voix était ferme, presque en colère. Vous comprenez ce que je vous dis? Votre fils est en train de tenter une captation d'héritage. C'est un délit pénal. Captation d'héritage. Ces mots résonnèrent dans ma tête comme une condamnation. Mais c'est mon fils. Je sais, Madame Lefebvre, et c'est pour ça que c'est si difficile. Il a marqué une pause, puis a ajouté « Mais le sang ne justifie pas tout, et surtout pas l'abus de faiblesse. » Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Maître Garnier m'a expliqué mes droits, mes options, les démarches à suivre. Je vais rédiger une lettre officielle à votre fils, lui signifiant que toute tentative de pression sur vous sera poursuivie en justice. Je vais aussi contacter ce médecin dont il a parlé et lui rappeler qu'il risque la radiation s'il signe un faux certificat. Et si Maxime ne s'arrête pas, alors on portera plainte. Porteur plainte contre mon propre fils. Cette idée me donnait envie de vomir. Après le départ de Maître Garnier, je suis restée assise dans le salon pendant des heures. La nuit était tombée. Je n'avais même pas allumé les lumières. Je regardais les ombres se dessiner sur les murs et je pensais à tout ce qui s'était passé. Comment en suis-je arrivée là? Comment une mère qui avait tout donné pouvait-elle se retrouver face à un fils qui voulait tout lui prendre? J'ai pensé à toutes ces années, à tous ces sacrifices, les nuits blanches quand Maxime était bébé, les devoirs à la table de la cuisine, les frais d'école, les frais de mariage, les cadeaux, les aides financières, tout ce que nous avons fait pour lui. Et maintenant, il voulait me dépouiller. Il voulait me voler ma dignité, ma liberté, ma vie. J'ai senti la colère monter en moi, mais pas seulement contre Maxime, contre moi aussi, parce que j'avais vu les signes, j'avais vu son regard changer après la mort de Georges, j'avais senti sa froideur grandir. J'avais entendu ses questions insistantes sur l'héritage, mais je n'avais rien voulu voir, parce que voir aurait signifié accepter l'inacceptable. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. Je suis montée dans ma chambre et je me suis assise sur le lit. Sur ma table de nuit, il y avait une photo de Maxime, une photo prise quand il avait 5 ans, dans le jardin. Il souriait, les bras tendus vers moi. J'ai pris la photo dans mes mains et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour cet enfant qui n'existait plus. J'ai pleuré pour la mère que j'avais été. J'ai pleuré pour tout ce qui aurait pu être et qui ne serait jamais. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel. C'était Céline. Hortense, c'est moi. Sa voix était étrangement joyeuse. Bonjour Céline. Alors, vous avez réfléchi? Réfléchi à quoi? À la procuration, voyons. Maxime m'a dit que vous alliez signer aujourd'hui. J'ai serré le téléphone plus fort. Non, Céline, je ne signerai rien. Il y a eu un silence, puis elle a ri. Un rire froid, presque moqueur. Ah bon? Vous êtes sûre, Hortense? Parce que vous savez, on peut rendre les choses très difficiles pour vous. C'est une menace? Non, c'est un conseil. Et elle a raccroché. J'ai senti la peur revenir. Une peur sourde, insidieuse. Ils ne vont pas s'arrêter. Maître Garnier avait beau me dire que j'étais protégée par la loi, je savais que Maxime et Céline ne reculeraient pas. Ils voulaient cet argent. Ils voulaient cette maison. Et ils feraient tout pour l'obtenir. Pendant les jours suivants, j'ai essayé de vivre normalement. Je prenais mon café le matin dans la tasse bleue, je taillais les rosiers, je lisais, mais tout était différent. Chaque fois que le téléphone sonnait, je sursautais. Chaque fois qu'une voiture passait dans la rue, je regardais par la fenêtre. Est-ce qu'ils reviennent? Et puis, un soir, ils sont revenus. Sans prévenir, comme toujours. J'étais dans la cuisine, en train de préparer mon dîner, quand j'ai entendu la sonnette. Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai regardé par le Judas. C'était Maxime. Seul, cette fois. J'ai ouvert la porte. « Bonsoir, maman. »« Bonsoir, Maxime. » Il avait l'air fatigué, presque triste. « Je peux entrer ?» J'ai hésité. Puis j'ai dit « Oui. » Nous nous sommes assis au salon. Maxime ne disait rien. Il regardait ses mains, puis il a levé les yeux vers moi. « Maman, je suis désolé. » J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Désolé de quoi, Maxime? De tout? De la façon dont je me suis comportée? De ce que j'ai dit? De cette histoire de procuration? Il avait les larmes aux yeux. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais stressée, perdue. Céline me mettait la pression. Céline? Oui, elle. Elle veut qu'on achète une maison plus grande. Elle veut qu'on change de voiture. Elle veut tout le temps. Et moi, je ne sais plus comment faire. Il a baissé la tête. Alors j'ai pensé que peut-être, si je pouvais accéder à ton argent plus tôt, j'ai regardé mon fils. J'ai vu ses épaules affaissées, son visage défait. Et malgré tout ce qui s'était passé, malgré la peur,
Malgré la colère, j'ai senti quelque chose de terrible monter en moi. La pitié. Maxime, je sais, maman, je sais que j'ai mal agi, mais je te promets que ça ne se reproduira plus. Il s'est levé et s'est approché de moi. S'il te plaît, maman, pardonne-moi. Et là, j'ai fait quelque chose que je regretterai longtemps. J'ai dit, d'accord quoi, je te pardonne. Maxime a souri, un sourire soulagé, presque enfantin. Merci, maman, merci. Il m'a pris dans ses bras, et pendant quelques secondes, j'ai cru que tout redeviendrait comme avant. J'ai cru que mon fils était revenu. Mais quand il s'est écarté, j'ai vu quelque chose dans son regard. Quelque chose qui m'a glacé. Il ment. Il mentait comme il avait menti pour la cuisinière. Il mentait comme il mentirait encore, parce que Maxime n'était pas venu pour s'excuser. Il était venu pour me faire baisser ma garde. Maman, puisqu'on a fait la paix, tu pourrais peut-être m'aider quand même? Juste un peu. T'aider comment? Céline et moi, on a besoin de 20 000 € pour les travaux de notre appartement. Tu pourrais nous les prêter? 20 000 €. Maxime, c'est beaucoup d'argent. Je sais, maman, mais on te les rendra. Je te le promets. J'ai regardé mon fils, et j'ai compris que je n'avais plus le choix. Si je disais non, il repartirait en colère. Si je disais oui, il reviendrait en demander plus. J'étais piégée. Alors j'ai dit ce que toutes les mères disent quand elles ne savent plus quoi faire. Laisse-moi réfléchir. Maxime est parti peu après, et dès qu'il a franchi la porte, j'ai appelé Maître Garnier. Maître, il est revenu. Qu'est-ce qu'il voulait? De l'argent? 20 000 €? Maître Garnier a soupiré. Madame Lefebvre, écoutez-moi bien. Vous ne devez rien lui donner. Rien. Parce que si vous commencez, il ne s'arrêtera jamais. Mais c'est mon fils. Justement, c'est votre fils qui abuse de vous. Cette nuit-là, je suis restée éveillée encore une fois. J'ai pensé à tout ce que Maître Garnier m'avait dit. J'ai pensé à tout ce que Maxime m'avait fait. Et j'ai compris quelque chose de terrible. Je l'ai laissé faire. Pendant toutes ces années, j'ai laissé Maxime devenir cet homme. J'ai cédé à tous ses caprices. J'ai payé toutes ses erreurs. J'ai fermé les yeux sur tous ses défauts, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Mon fils n'est pas celui que je croyais. Et maintenant, il était trop tard pour revenir en arrière. Maintenant, je devais faire face à la réalité, faire face à lui, faire face à moi-même. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. J'étais dans une sorte de no man's land émotionnel, quelque part entre la lucidité et le déni, entre la peur et l'espoir. Une partie de moi savait exactement ce qui se passait, mais une autre partie refusait encore d'y croire complètement. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a une explication. C'est ce que je me répétais chaque matin, en buvant mon café dans la tasse bleue. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de terrible était en train de se préparer. Maxime n'est pas revenu tout de suite. Pendant presque 2 semaines, plus aucune nouvelle, pas d'appel, pas de visite, un silence qui aurait dû me rassurer, mais qui, au contraire, m'inquiétait encore plus. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Maître Garnier m'avait dit de rester vigilante. S'il se passe quoi que ce soit d'inhabituel, vous m'appelez immédiatement. Comme quoi, par exemple? Des visites inattendues, des appels de banque, des documents à signer, n'importe quoi qui vous semble étrange. J'avais promis. Et puis, un matin, j'ai reçu un appel. Ce n'était pas Maxime, c'était ma banque. Madame Lefebvre? Bonjour, c'est Monsieur Dulac, de la Banque Lyonnaise. Bonjour, Monsieur Dulac. Je vous appelle parce que nous avons reçu une demande un peu inhabituelle concernant votre compte. Mon cœur s'est arrêté. Quelle demande? Quelqu'un s'est présenté à l'agence ce matin en se faisant passer pour votre mandataire. Il voulait avoir accès à vos relevés bancaires et effectuer un virement de 25 000 €. J'ai senti mes mains devenir glacées. Qui s'est présenté? Un homme d'une 40aine d'années. Il a donné son nom, Maxime Lefebvre. Le silence est tombé dans la pièce. Madame Lefebvre, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Bien sûr, nous n'avons rien fait. Nous n'avions aucune procuration enregistrée à son nom. Mais j'ai préféré vous en informer immédiatement. Merci beaucoup. Madame Lefebvre, si je puis me permettre, avez-vous des raisons de penser que quelqu'un pourrait essayer d'accéder à vos comptes sans votre autorisation? J'ai hésité. Puis j'ai dit, d'une voix tremblante, oui. Dans ce cas, je vous conseille vivement de mettre en place un dispositif de sécurité renforcé. Nous pouvons bloquer tout accès à vos comptes sans une double authentification en personne. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le immédiatement. Après avoir raccroché, je suis restée assise, paralysée.
Maxime a essayé d'accéder à mes comptes. Il n'avait même pas attendu ma réponse pour les 20 000 euros. Il avait tenté de les prendre lui-même, sans demander, sans prévenir. Il a essayé de me voler. J'ai immédiatement appelé Maître Garnier. « Maître, il a essayé d'entrer dans mes comptes bancaires. » « Quoi ?» Je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, d'une voix grave, « Madame Lefebvre, c'est très sérieux. C'est une tentative de fraude. Vous devez porter plainte. » « Porter plainte ? Contre mon fils ? Oui, parce que s'il a fait ça une fois, il recommencera. Et la prochaine fois, il trouvera peut-être un moyen. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas porter plainte contre mon propre enfant. Maître, je ne peux pas. Pas encore. Madame Lefebvre, s'il vous plaît, laissez-moi d'abord lui parler. Maître Garnier a soupiré. Très bien, mais soyez prudente. Et surtout, ne le laissez plus entrer chez vous si vous êtes seule. Ce soir-là, j'ai téléphoné à Maxime. Il a décroché à la 3e sonnerie. Maman ? Maxime, il faut qu'on parle. Ah, oui, bien sûr. De quoi ? De ce que tu as fait ce matin à la banque ? Il y a eu un silence. Puis il a dit, d'une voix étrangement calme, « Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne me mens pas, Maxime. La banque m'a appelé. Ils m'ont dit que tu avais essayé d'accéder à mes comptes. Maman, c'est un malentendu. » Un malentendu ? Oui, j'étais juste passée pour me renseigner, pour savoir quelle démarche il fallait faire au cas où il t'arrivait quelque chose. Au cas où il m'arrivait quelque chose ? Maxime, j'ai 71 ans, mais je ne suis pas mourante. Je sais, maman, mais on ne sait jamais. Sa voix était douce, presque apaisante, mais je n'y croyais plus. Maxime, dis-moi la vérité. Pourquoi as-tu besoin de cet argent ? Il a hésité, puis il a dit, « Parce que j'ai des dettes, maman. » Des dettes ? Oui, beaucoup de dettes. J'ai senti mon cœur se serrer. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Parce que j'avais honte. De combien ? 80 000 euros. Le chiffre m'a coupé le souffle. 80 000 euros. Mais comment est-ce possible ? Des investissements qui ont mal tourné. Des prêts que j'ai signés pour aider Céline à monter son entreprise. Ça n'a pas marché. Et maintenant, les créanciers me harcèlent. Pendant un instant, j'ai senti la pitié revenir. Mon fils est dans le besoin. Mais immédiatement après, une autre pensée est venue. S'il était vraiment dans le besoin, pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé plus tôt ? Pourquoi avoir essayé de me mentir, de me manipuler ? Maxime, si tu m'avais dit la vérité dès le début, j'aurais peut-être pu t'aider. Mais là quoi, maman ? Là, je ne sais plus si je peux te faire confiance. Il y a eu un long silence. Puis Maxime a dit d'une voix froide, « Très bien. Si c'est comme ça, débrouille-toi toute seule. » Et il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, tremblante. Qu'est-ce que je viens de faire ? J'avais refusé d'aider mon fils. J'avais refusé de le sauver. Est-ce que je suis une mauvaise mère ? Les jours suivants, je n'ai eu aucune nouvelle de Maxime. Mais j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des petites choses d'abord. Un matin, en sortant chercher le courrier, j'ai trouvé la boîte aux lettres ouverte. Pourtant, j'étais certaine de l'avoir fermée la veille. Un autre jour, j'ai remarqué que quelqu'un avait fouillé dans mon secrétaire. Des papiers que j'avais rangés dans un certain ordre étaient désormais mélangés. Et puis, il y a eu cet appel. Un appel d'un numéro inconnu. Quand j'ai décroché, personne n'a parlé. Juste une respiration. Puis la ligne a été coupée. J'ai commencé à avoir peur. Une peur sourde, constante. Il me surveille. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas pourquoi. Mais je le sentais. Et puis, un soir, j'ai trouvé quelque chose. J'étais en train de ranger la cuisine quand j'ai remarqué un objet étrange derrière le pot à ustensiles. Un petit appareil noir de la taille d'une pièce de monnaie. Je l'ai pris dans ma main. C'était froid, métallique. Je ne savais pas ce que c'était. Alors j'ai appelé mon voisin, Monsieur Fournier. Il était ingénieur à la retraite. Il s'y connaissait en technologie. « Hortense, montrez-moi ça. » Il a examiné l'objet pendant quelques secondes, puis son visage s'est assombri. « Hortense, c'est un micro, un dispositif d'écoute. » J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. « Un micro ? Oui, quelqu'un a installé ça chez vous pour vous écouter. »« Mais qui ?» Monsieur Fournier m'a regardé avec tristesse. « Qui a accès à votre maison, Hortense ?» Je n'ai pas eu besoin de répondre. Nous savions tous les deux. Cette nuit-là, j'ai fouillé toute la maison. J'ai trouvé 2 autres micros. Un dans le salon, caché derrière un cadre. Un autre dans ma chambre, sous la table de nuit. Il m'écoutait. Depuis combien de temps ? Depuis des semaines ? Des mois ? Il savait tout. Tout ce que je disais au téléphone. Tout ce que je disais à Maître Garnier. Tout. J'ai appelé Maître Garnier immédiatement. « Maître, ils m'écoutent. Ils ont mis des micros chez moi. »
Quoi? Des dispositifs d'écoute. 3. Dans toute la maison. Madame Lefebvre, c'est une violation grave de votre vie privée. C'est illégal. Vous devez porter plainte maintenant. Mais comment ils ont fait? Comment ils sont entrés? Vous leur avez donné un double des clés, n'est-ce pas? Oui, je leur avais donné un double des clés. Il y a 2 ans, après la mort de Georges, au cas où il m'arriverait quelque chose. J'ai senti la colère monter en moi. Une colère froide, terrible. Ils ont utilisé ma confiance contre moi. Ils ont utilisé mon amour contre moi. Ils ont transformé ma maison, en une prison surveillée. Maître Garnier, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, on change toutes vos serrures, dès demain matin. Ensuite, on porte plainte pour violation de domicile, atteinte à la vie privée, tentative de fraude. Et si Maxime revient? Vous ne le laissez pas entrer. Mais Hortense, c'était la première fois qu'il m'appelait par mon prénom. Ce n'est plus votre fils qui agit, c'est un homme dangereux qui veut vous dépouiller. Vous devez vous protéger. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon, tous les micros posés sur la table devant moi. Ces petits objets, noirs, froids, qui avaient capté chacun de mes mots, chacun de mes silences. J'ai pensé à Maxime, à Céline, à tout ce qu'ils avaient entendu. Mes conversations avec Maître Garnier, mes coups de téléphone à la banque, mes pleurs, la nuit. Ils m'ont écouté pleurer, et ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas arrêté, ils ont continué. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de définitif. Mon fils ne reviendra pas. L'homme qui voulait cet argent, cette maison, ce pouvoir sur moi, ce n'était plus l'enfant que j'avais porté. Ce n'était plus le garçon qui jouait dans le jardin avec ses petites voitures. C'était un étranger. Un étranger que j'avais moi-même créé, en cédant toujours, en fermant les yeux toujours, en aimant sans jamais poser de limite. Le lendemain matin, j'ai fait changer toutes les serrures. Un serrurier est venu à 8 heures. Il a tout remplacé. La porte d'entrée, la porte de derrière, le portail du jardin. Voilà, madame. Personne ne pourra plus entrer sans vos nouvelles clés. Merci. À 10 heures, Maître Garnier est arrivé avec un huissier. Ils ont photographié les micros. Ils ont rédigé un constat officiel. Madame Lefebvre, avec ses preuves, nous avons un dossier solide. Ah, vous êtes sûre? Absolument. À midi, j'ai reçu un message. De Maxime. Maman, il faut qu'on parle. C'est urgent. Je passe ce soir. J'ai regardé le message pendant longtemps. Puis j'ai répondu « Non, tu ne passes pas. Change tes projets. » La réponse est arrivée presque immédiatement. « Quoi? Pourquoi? » Parce que j'ai changé les serrures. Et parce que je sais ce que tu as fait. Il y a eu un long silence. Puis « Maman, je ne comprends pas. » De quoi tu parles? Des micros, Maxime. Des 3 micros que tu as installés chez moi. Plus de réponse. Pendant 1 heure, plus rien. Et puis, à 13 heures, mon téléphone a sonné. C'était Céline. « Hortense, il faut qu'on se voie. »« Non, si. Parce que sinon, vous allez le regretter. » Sa voix était glaciale. « Me regretter quoi, Céline? Vous verrez. » Et elle a raccroché. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Après l'appel de Céline, je suis restée immobile pendant plusieurs minutes. Ces derniers mots résonnaient encore dans ma tête. Vous verrez. Ce n'était pas une simple menace. C'était une promesse que quelque chose de terrible allait se passer. J'ai appelé Maître Garnier. « Maître, Céline vient de m'appeler. Elle m'a menacée. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Qu'il fallait qu'on se voie. Et que si je refusais, j'allais le regretter. » Il y a eu un silence au bout du fil. « Madame Lefebvre, je vais être très claire avec vous. À partir de maintenant, vous ne répondez plus à leurs appels. Vous ne les voyez plus. Vous ne leur parlez plus. Toute communication doit passer par moi. C'est compris? Oui? Bien. Et si jamais ils se présentent chez vous, vous appelez immédiatement la police. La police? Oui, parce que ce ne sont plus de simples conflits familiaux, Madame Lefebvre. C'est du harcèlement, c'est de l'intimidation et potentiellement de la mise en danger. Cet après-midi-là, j'ai essayé de me calmer. Je suis sortie dans le jardin. Les rosiers avaient besoin d'être arrosés. Le vent d'automne avait fait tomber des feuilles partout. J'ai pris mon arrosoir et j'ai commencé à faire le tour des massifs. Mais mes mains tremblaient. Chaque fois qu'une voiture passait dans la rue, je levais la tête. Est-ce qu'ils viennent? Vers 17 heures, j'ai entendu une voiture se garer devant chez moi. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Je me suis approchée de la fenêtre du salon, discrètement. C'étaient eux, Maxime et Céline. Ils étaient devant le portail, en train de parler. Céline pointait quelque chose du doigt. Maxime hochait la tête. Puis ils se sont dirigés vers la porte. La sonnette a retenti. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je n'ai pas bougé.
Maman? Maman, on sait que tu es là. C'était la voix de Maxime. Ouvre, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Je suis restée silencieuse, le dos contre le mur de l'entrée. Maman! Il a sonné encore, encore, encore. Puis j'ai entendu Céline dire « Elle ne veut pas ouvrir. Et c'est ta clé. » Je n'ai plus ma clé. Elle a changé les serrures. Il y a eu un silence. Puis Céline a dit, d'une voix dure, « Cette vieille conne. » J'ai senti quelque chose se briser en moi en entendant ces mots. Vieille conne. Voilà comment elle me voyait. Voilà comment ils me voyaient, tous les deux. Pas comme une mère, pas comme une personne, comme un obstacle. Maxime a frappé à la porte, fort, de plus en plus fort. « Maman, ouvre cette porte, elle n'ouvrira pas, » a dit Céline. « Il faut trouver un autre moyen. » Quel autre moyen? Je ne sais pas. Mais on ne peut pas rester comme ça. Ils sont restés devant la porte encore quelques minutes, puis ils sont partis. Quand le bruit de leur voiture s'est éloigné, j'ai glissé le long du mur et je me suis assise par terre. Je tremblais de partout. Pas seulement de peur, de rage, de honte, de tristesse. Comment en sommes-nous arrivés là? Ce soir-là, je n'ai rien mangé. Je suis restée assise dans le salon, dans le noir, à regarder les ombres bouger sur les murs. J'ai pensé à Georges. « Georges, tu avais vu quelque chose, n'est-ce pas? Cette dernière phrase qu'il m'avait dite, avant de mourir. Hortense, fais attention à toi. Pourquoi avait-il dit ça? Qu'est-ce qu'il avait compris que je n'avais pas vu? Et puis, j'ai pensé à autre chose. À toutes ces fois où Georges avait essayé de me parler de Maxime. Hortense, tu ne trouves pas qu'il demande beaucoup? Il est jeune, Georges. C'est normal. Oui, mais parfois j'ai l'impression qu'il ne pense qu'à l'argent. Ah, ne dis pas ça. Il pense à son avenir, ou au nôtre. Je n'avais pas voulu écouter. Je n'avais pas voulu voir. Parce que voir aurait signifié accepter que mon fils n'était pas celui que j'avais imaginé. Et j'avais préféré fermer les yeux. Pendant des années. Le lendemain matin, j'ai reçu un courrier. Une lettre recommandée. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. C'était une convocation. Une convocation devant un juge des tutelles. Monsieur Maxime Lefebvre a déposé une requête en vue de la mise sous protection juridique de Madame Hortense Lefebvre, née le 14 mars 1954, pour cause d'altération des facultés mentales. Vous êtes convoqué le 18 novembre à 14 h au tribunal de grande instance. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il l'a fait. Il avait vraiment déposé une demande de tutelle. Mon propre fils, mon unique enfant. Il voulait me faire passer pour folle. J'ai immédiatement appelé Maître Garnier. « Maître, j'ai reçu une convocation. Pourquoi? Une demande de tutelle. Maxime veut me faire placer sous tutelle. Ce fils de... » Il s'est arrêté. « Pardon, Madame Lefebvre, mais c'est ignoble. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, ne paniquez pas. Ce type de demande n'aboutit presque jamais quand la personne est lucide. Le juge va vous recevoir, il va constater que vous êtes parfaitement capable de gérer votre vie, et il rejettera la demande. Vous êtes sûr? Absolument. Mais il faut préparer votre défense. Je vais rédiger un dossier complet, avec les attestations de vos médecins, de vos amis, de vos voisins, et je serai présent à l'audience avec vous. Pendant les jours suivants, Maître Garnier a travaillé sans relâche. Il a contacté mon médecin traitant, le docteur Moreau, qui m'a fait passer des tests cognitifs. Hortense, vous êtes en parfaite santé mentale. Aucun signe de démence, aucun trouble de la mémoire. Je vais rédiger un certificat médical détaillé. Merci, docteur. Mais, puis-je vous poser une question? Oui. C'est vraiment votre fils qui fait ça? J'ai baissé les yeux. Oui. Il a secoué la tête, l'air triste. Je suis désolé, Hortense. Vraiment désolé. Maître Garnier a aussi contacté mes voisins. Monsieur Fournier a immédiatement accepté de témoigner. Hortense est une femme parfaitement autonome et lucide. Je la vois tous les jours. Elle s'occupe de son jardin, elle gère sa maison, elle lit, elle réfléchit. Il n'y a aucune raison de la placer sous tutelle. Madame Blanchard, ma voisine d'en face, a fait de même. Je connais Hortense depuis 20 ans. C'est une femme remarquable. Ce qui lui arrive est une honte. Petit à petit, le dossier prenait forme. Un dossier solide. Un dossier qui prouvait que j'étais saine d'esprit, que j'étais victime, pas malade. Mais malgré tout, j'avais peur. Peur que le juge ne me croie pas. Peur que Maxime ait trouvé un moyen de me faire passer pour folle. Et si ce médecin complice témoignait contre moi? 2 jours avant l'audience, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, ce n'était ni Maxime ni Céline. C'était quelqu'un d'autre. Une femme. Madame Lefebvre? Oui. Je m'appelle Nathalie Berger. Je suis... j'étais la comptable de votre fils. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Sa comptable?
Oui, je viens de démissionner. Et il faut que je vous parle. Me parler de quoi? De ce que Maxime et Céline sont vraiment en train de faire. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café, loin de chez moi. Nathalie Berger était une femme d'une 50aine d'années, au visage sérieux. Elle s'est assise en face de moi et a posé une enveloppe sur la table. Madame Lefebvre, je ne sais pas par où commencer. Commencer par le début. Elle a pris une grande inspiration. Votre fils et sa femme sont endettés jusqu'au cou. Mais ce n'est pas pour les raisons qu'il vous a dites. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas à cause d'investissements ratés. C'est à cause de leur train de vie. Elle a ouvert l'enveloppe et en a sorti des documents. Des relevés bancaires, des factures, des reçus. Regardez. Voyages de luxe, restaurants étoilés, voitures de sport, bijoux, vêtements de marque, tout ça financé à crédit. J'ai regardé les chiffres. 90 000 € de dette, 100 000, plus. Mon Dieu. Et ce n'est pas tout, a continué Nathalie. Céline a monté une société il y a 2 ans. Une société de conseil en ressources humaines. Elle a fait croire à Maxime qu'elle allait gagner beaucoup d'argent. Et alors, la société n'a jamais fait un seul euro de chiffre d'affaires. C'est une coquille vide. Mais elle a servi à emprunter encore plus d'argent. J'ai senti la nausée monter. Pourquoi vous me dites tout ça? Parce que j'ai démissionné quand j'ai compris ce qu'il préparait. Ce qu'il préparait? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Madame Lefebvre, votre fils et sa femme ont un plan. Un plan qu'ils ont élaboré il y a plus d'1 an. Quel plan? Vous faire signer cette procuration, vider vos comptes, vendre votre maison et vous placer dans une maison de retraite. Le silence est tombé. Une maison de retraite? Oui. Ils ont même déjà visité un établissement médicalisé pour personnes atteintes de démence. Mais je n'ai pas de démence, je sais. Mais avec un faux certificat médical et une mise sous tutelle, ils pourraient vous y placer de force. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Nathalie a posé sa main sur la mienne. Parce qu'il a peur. Peur de perdre son niveau de vie. Peur que les créanciers le poursuivent. Peur de devoir affronter ses responsabilités. Et moi? Vous, Madame Lefebvre, vous êtes juste un moyen d'obtenir ce qu'il veut. Elle a sorti un autre document. J'ai fait des copies de tout. Les relevés bancaires, les contrats de prêt, les factures. Tout est là. Pourquoi vous faites ça? Parce que ce qu'ils font est ignoble. Et parce que je ne veux pas être complice. Elle a glissé l'enveloppe vers moi. Donnez ça à votre avocat. Ça vous aidera devant le juge. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai immédiatement appelé Maître Garnier. Maître, j'ai quelque chose d'important. Il est venu dans l'heure. J'ai étalé tous les documents sur la table. Il les a parcourus en silence, page après page. Puis, il a levé les yeux vers moi. Madame Lefebvre, avec ça, on ne va pas seulement gagner l'audience, on va les détruire. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas de la joie, pas du soulagement, mais une forme de clarté. Je sais qui ils sont, je sais ce qu'ils ont fait, je sais ce qu'ils voulaient me faire. Et maintenant, je sais quoi faire. Le lendemain matin, j'ai pris mon café dans la tasse bleue. J'ai regardé le filet doré sur le rebord et j'ai pensé à Georges. Georges, tu avais raison. Il fallait faire attention. Mais maintenant, c'est moi qui vais me battre. Pour toi, pour moi et pour la vérité. Le 18 novembre est arrivé, le jour de l'audience. Je me suis levée tôt. J'ai mis ma plus belle robe, celle que je portais pour les grandes occasions. J'ai coiffé mes cheveux avec soin. Je voulais que le juge voie une femme digne, une femme lucide, une femme qui refusait d'être une victime. Maître Garnier est venu me chercher à 13h. Vous êtes prête, Madame Lefebvre? Oui. Bien, rappelez-vous, vous dites la vérité. Simplement, calmement. Je n'ai pas peur de dire la vérité, je sais. C'est pour ça que nous allons gagner. Au tribunal, j'ai vu Maxime et Céline dans le couloir. Ils étaient assis sur un banc, en train de parler à voix basse avec un homme en costume, sans doute leur avocat. Quand Maxime m'a vu, il s'est levé. Nos regards se sont croisés. Pendant quelques secondes, j'ai cherché dans ses yeux quelque chose de mon fils, une trace de l'enfant qu'il avait été, un regret, une hésitation. Mais je n'ai rien vu, rien qu'une froideur terrible. L'audience a commencé. Le juge était une femme d'une 60aine d'années, au regard perçant mais juste. Madame Lefebvre, vous comprenez pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Oui, Madame la juge. Mon fils a demandé ma mise sous tutelle. Et que pensez-vous de cette demande? Je pense qu'elle est injuste et mensongère. Maître Garnier a présenté notre dossier, les certificats médicaux, les témoignages des voisins, les preuves des micros installés chez moi, les relevés bancaires fournis par Nathalie Berger. Tout.
L'avocat de Maxime a tenté de me discréditer. Madame Lefebvre, n'est-il pas vrai que vous avez oublié d'éteindre votre cuisinière il y a quelques semaines? Non, c'est faux. Votre fils affirme le contraire. Mon fils ment. Le juge m'a regardé. Madame Lefebvre, c'est une accusation grave. Je sais, madame la juge, mais c'est la vérité. Mon fils ment pour obtenir le contrôle de mes biens. L'audience a duré 2 heures. À la fin, le juge a pris quelques minutes pour examiner tous les documents. Puis, elle a levé les yeux. J'ai ma décision. Le silence est tombé dans la salle. La demande de mise sous tutelle est rejetée. Madame Lefebvre est manifestement en pleine possession de ses moyens. Par ailleurs, je constate que cette demande semble motivée non par un souci de protection, mais par des intérêts financiers. Je transmets ce dossier au procureur pour enquête sur une possible tentative d'abus de faiblesse et d'atteinte à la vie privée. J'ai senti mes jambes trembler. J'ai gagné. J'ai tourné la tête vers Maxime. Il était livide. Céline pleurait. Mais je n'ai ressenti aucune pitié, juste une immense tristesse. C'était donc ça la vérité. Mon fils ne m'aimait pas. Il ne m'avait peut-être jamais aimé. Après l'audience, je suis sorti du tribunal avec Maître Garnier. Le ciel était gris, lourd de nuages. Il faisait froid, mais je ne sentais rien. Ni le froid, ni le vent. Juste un vide immense. Madame Lefebvre, vous avez été remarquable, a dit Maître Garnier. Vous avez gagné. Gagné quoi? Il m'a regardé, surpris. Votre liberté, votre dignité, votre maison. Oui, mais j'ai perdu mon fils. Il a posé sa main sur mon épaule. Madame Lefebvre, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas perdu votre fils aujourd'hui. Vous l'aviez déjà perdu. Aujourd'hui, vous avez juste cessé de vous mentir à vous-même. Ces mots m'ont transpercé, parce qu'ils étaient vrais, terriblement vrais. Maître Garnier m'a raccompagné chez moi. Vous voulez que je reste un moment? Non, merci. J'ai besoin d'être seul. Je comprends. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. N'importe quelle heure. Merci. Pour tout. Quand je suis entré dans ma maison, le silence m'a frappé. Un silence lourd, oppressant. Je me suis assise au salon. J'ai regardé autour de moi. Tous ces meubles, tous ces objets, tous ces souvenirs. Cette maison que Georges et moi avions construite ensemble. Cette maison que j'avais voulu transmettre à mon fils. Pourquoi? Pour qu'il la vende. Pour qu'il en fasse de l'argent. Pour qu'il efface tout ce que nous avions été. J'ai pensé à toutes ces années. À tous ces moments où j'avais cru faire le bon choix. Donner toujours, céder toujours, aimer sans limite. Je croyais que c'était ça, être une bonne mère. Je croyais que l'amour suffisait. Mais j'avais eu tort. L'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de la faiblesse déguisée en vertu. Ce soir-là, je n'ai pas mangé. Je suis restée assise dans le salon, dans le noir, jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Et puis, vers 21 heures, la sonnette a retenti. Mon cœur s'est serré. Ils sont revenus. J'ai regardé par le Judas. C'était Maxime, seul. Il avait les yeux rouges, le visage défait. Il a sonné encore. « Maman, s'il te plaît, ouvre, il faut qu'on parle. » J'ai posé ma main sur la porte. Dois-je ouvrir? Une partie de moi voulait le faire. Une partie de moi voulait encore croire qu'il était venu pour s'excuser, pour me dire qu'il regrettait, pour redevenir mon fils. Mais une autre partie, celle qui avait été trahie, humiliée, menacée, savait que ce n'était pas possible. J'ai ouvert la porte. Mais je suis restée sur le seuil sans le laisser rentrer. « Qu'est-ce que tu veux, Maxime ?»« Maman. » Sa voix tremblait. « Maman, je suis désolée. » « Désolée de quoi? De tout. De ce que j'ai fait. De ce que j'ai dit. De tout. Je l'ai regardé. J'ai cherché dans ses yeux quelque chose de sincère. Mais je n'ai vu que de la peur. Pas de la culpabilité. Pas du remords. Juste de la peur. « Maxime, tu n'es pas désolé. Tu as peur. C'est différent. »« Non, maman, Tu as peur parce que le juge a rejeté ta demande. Tu as peur parce qu'il y a maintenant une enquête sur toi. Tu as peur parce que tu as perdu. » Il a baissé la tête. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. »« Ne fais pas quoi? Ne me rejette pas. Je suis ton fils. » J'ai senti les larmes monter. « Tu es mon fils, oui. Mais moi, qui suis-je pour toi? » Il a levé les yeux vers moi, sans répondre. « Dis-moi, Maxime, qui suis-je pour toi? Une mère ou un compte bancaire ?» Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il ne savait pas quoi dire. Ou plutôt, il savait, mais il ne pouvait pas le dire à voix haute. « Maxime, pendant toute ma vie, j'ai cru que t'aimer suffisait. Que te donner tout ce que je pouvais te donner suffirait à faire de toi un homme bien. Mais j'avais tort. Maman, non, je
J'avais tort parce que je ne t'ai jamais appris la chose la plus importante. Quoi? Que tout n'est pas dû, que la vie ne nous doit rien, et que l'amour d'une mère n'est pas un chèque en blanc. Il y a eu un long silence. Puis Maxime a dit, d'une voix brisée, « Alors tu ne m'aimes plus ?» J'ai senti mon cœur se déchirer. « Je t'aimerai toujours, Maxime, parce que tu es mon fils. Mais je ne peux plus accepter ce que tu es devenu. Ce que je suis devenu? Un homme qui installe des micros chez sa mère. Un homme qui essaie de la faire passer pour folle. Un homme qui voulait l'enfermer dans une maison de retraite pour lui voler sa vie. » Maxime a reculé d'un pas. « Comment je sais? Parce que quelqu'un de bien m'a prévenu, quelqu'un qui avait encore une conscience. Il est devenu livide. Nathalie? Oui, Nathalie. » Il a serré les poings, et pendant quelques secondes, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a glacé, de la colère, une colère froide, presque haineuse. Cette salope? Ne parle pas comme ça, Maxime. Elle n'avait pas le droit. Elle n'avait pas le droit de tout te raconter. Elle avait le devoir, Maxime. Le devoir de dire la vérité. Il a fait un pas vers moi. J'ai instinctivement reculé. Maxime, ne t'approche pas. Pourquoi? Tu as peur de moi maintenant? Oui. Le mot est sorti tout seul. Clair, net, sans hésitation. Oui, j'ai peur de toi. Maxime s'est figé, comme si je venais de le gifler. Tu as peur de moi? Oui, parce que je ne te reconnais plus, parce que je ne sais plus de quoi tu es capable. Il a reculé d'un pas, puis il a dit, d'une voix tremblante, « C'est ta faute, maman. » Quoi? C'est ta faute si j'en suis là. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Ma faute? Oui, toi et papa, vous m'avez tout donné. Tout. Et maintenant, vous voulez que je me débrouille comme si je n'avais jamais eu tout ça, comme si je pouvais vivre normalement. Maxime, non, laisse-moi finir. Sa voix montait. Toute ma vie, j'ai été habituée à avoir ce que je voulais. Une belle maison, de belles choses, de belles vacances. Et maintenant, je dois vivre avec moins? Maintenant, je dois accepter d'être ordinaire? Je l'ai regardé, abasourdi. Tu es en train de me dire que c'est de ma faute si tu as essayé de me voler? Je ne te volais pas. Je récupérais ce qui devait me revenir un jour. Un jour, Maxime. Pas maintenant. Un jour, quand je serai parti. Mais pourquoi attendre? Pourquoi tu as besoin de tout ça? Tu es vieille. Tu n'as plus besoin d'autant d'argent. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Tu es vieille. Tu n'as plus besoin d'autant d'argent. Voilà donc ce qu'il pensait vraiment. Que ma vie ne valait plus rien. Que mes besoins ne comptaient plus. Que j'étais juste un obstacle entre lui et ce qu'il voulait. Maxime, sors de chez moi. Quoi? Sors. Maintenant. Maman, sors. Ma voix avait tremblé sur le dernier mot. Maxime m'a regardé, le visage tordu par la colère. Très bien, mais tu vas le regretter. Le regretter comment? Tu verras. Il a fait demi-tour et s'est dirigé vers le portail. Puis, il s'est arrêté et s'est retourné. Tu sais ce qui est drôle, maman? Quoi? Papa ne t'aimait pas autant que tu le croyais. J'ai senti mon sang se glacer. Quoi? Il me l'a dit un jour. Il m'a dit qu'il regrettait de t'avoir tout laissé, qu'il aurait dû tout me donner directement. Tu mens. Non, c'est la vérité. Il trouvait que tu étais têtu, qu'il ne pouvait jamais rien décider sans que tu aies ton mot à dire. J'ai voulu répondre, mais les mots ne sont pas venus, parce qu'une partie de moi se demandait si c'était vrai. Est-ce que Georges pensait vraiment ça? Maxime a souri, un sourire cruel. Tu vois, maman, même papa savait que tu ne valais pas grand-chose. Et il est parti. Je suis restée là, debout sur le seuil, pendant plusieurs minutes, puis j'ai fermé la porte. Je me suis adossée contre elle, et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Pas seulement pour Maxime, pas seulement pour ce qu'il était devenu, mais pour tout ce que j'avais perdu. Mon fils, mon illusion, ma vie telle que je l'avais imaginée. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis montée dans ma chambre et j'ai regardé la photo de Maxime sur ma table de nuit. Cette photo où il avait 5 ans, les bras tendus vers moi. J'ai pris la photo et je l'ai retournée, face contre le bois. Je ne peux plus te regarder. Je ne peux plus faire semblant. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Maître Garnier. « Madame Lefebvre, j'ai une mauvaise nouvelle. Mon cœur s'est serré. »« Quoi? Maxime et Céline viennent de déposer plainte contre vous. »« Contre moi? Pourquoi? »« Pour diffamation. Ils affirment que vous avez menti devant le juge, que vous les avez accusés à tort. » J'ai senti la rage monter en moi. « C'est ridicule, je sais, mais c'est leur dernière carte. Ils essaient de vous intimider, de vous faire peur. Qu'est-ce qu'on fait? On se défend. Et on contre-attaque. J'ai déjà préparé une plainte pour abus de faiblesse, atteinte à la vie privée et tentative d'escroquerie. Les semaines suivantes ont été un cauchemar.
des convocations, des interrogatoires, des lettres d'avocats. Maxime et Céline ne lâchaient rien. Ils continuaient à m'attaquer, à me harceler, à essayer de me briser. Un soir, j'ai reçu un message de Céline. Un long message, haineux, plein d'insultes. Vous êtes une vieille femme aigrie qui ne supporte pas de voir son fils heureux. Vous avez détruit notre vie. Vous avez détruit notre réputation. Tout ça parce que vous ne voulez pas partager. Vous êtes égoïste, vous êtes cruel. Et un jour, vous mourrez seul et personne ne pleurera. J'ai lu ce message 3 fois, puis je l'ai effacé, parce que je ne voulais plus laisser leurs mots m'atteindre. Je ne voulais plus leur donner ce pouvoir. Mais la vérité, c'est que j'avais mal, profondément mal. Pas à cause de ce qu'ils disaient, mais à cause de ce que j'avais perdu, mon fils. La seule chose que j'avais vraiment voulu protéger toute ma vie. Et maintenant, il était devenu mon ennemi. Un matin, je me suis réveillée avec une douleur dans la poitrine. Une douleur sourde, persistante. J'ai appelé le docteur Moreau. « Hortense, venez immédiatement au cabinet. » Après m'avoir examiné, il m'a regardé gravement. « Hortense, c'est le stress. Votre cœur est fatigué. » « Fatigué ? Oui, vous êtes en train de vous épuiser, physiquement et émotionnellement. Qu'est-ce que je dois faire ? Vous reposer, vous éloigner de tout ça. Je ne peux pas tant que ce n'est pas fini. Mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Je suis en train de me détruire. Pas à cause de Maxime, mais à cause de moi. Parce que je refuse encore de lâcher prise. Parce que je refuse encore d'accepter que c'est fini. Ce soir-là, je suis restée longtemps dans le jardin. Les rosiers étaient presque tous fanés. L'hiver approchait. Je me suis assise sur le banc, celui où Georges et moi nous asseyions autrefois. Et j'ai pensé à lui. « Georges, tu me manques tellement. Tu me manques parce que tu étais le seul qui me comprenait vraiment. Le seul qui m'aimait vraiment. Et puis, j'ai pensé à quelque chose, à ce que Maxime m'avait dit. Papa ne t'aimait pas autant que tu le croyais. Est-ce que c'était vrai ? J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs revenir. Georges, le jour de notre mariage. Georges, le jour de la naissance de Maxime. Georges, tenant ma main pendant toutes ces années. Georges, me disant, juste avant de mourir, « Fais attention à toi. » Non, Maxime mentait. Georges m'aimait. J'en étais certaine. Et même si je ne l'avais jamais été, même si j'avais eu des doutes, je choisissais de croire en cet amour, parce que c'était tout ce qui me restait. Cet amour, cette certitude, cette vérité. Cette nuit-là, j'ai dormi un peu mieux. Pas beaucoup, mais un peu. Et au matin, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai su quelque chose. Je ne vais pas les laisser gagner. Je ne vais pas me laisser détruire. Je vais me battre, jusqu'au bout, parce que c'est tout ce qu'il me reste. Ma dignité. Les jours qui ont suivi ma confrontation avec Maxime ont été étrangement calmes. Pas de coups de téléphone, pas de visite, pas de menaces. Juste un silence pesant, comme celui qui précède la tempête. Je savais qu'il préparait quelque chose. Mais cette fois, je n'avais plus peur. Ou plutôt, j'avais peur, mais je refusais de me laisser paralyser. Maître Garnier m'appelait tous les 2 jours pour me tenir au courant de l'avancement des procédures. L'enquête du procureur avance bien, Madame Lefebvre. Ils ont saisi les relevés bancaires de votre fils et de sa femme. Ils ont interrogé le médecin qui devait signer le faux certificat. Il a tout avoué. Vraiment ? Oui. Il a dit que Maxime lui avait offert 5 000 € pour signer un certificat attestant de votre sénilité, sans même vous avoir examiné. 5 000 €. C'était donc le prix de ma liberté, le prix de ma dignité. 5 000 €. Qu'est-ce qui va leur arriver ? S'ils sont reconnus coupables, et je pense qu'ils le seront, ils risquent jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Pour abus de faiblesse et tentative d'escroquerie. 3 ans de prison. Mon fils, en prison. Cette pensée aurait dû me briser, mais elle ne m'a rien fait, parce que j'avais déjà accepté l'inacceptable. Ce n'est plus mon fils. C'est un étranger qui porte son nom. Un matin, j'ai reçu une lettre manuscrite, de Maxime. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir, puis je l'ai fait. Maman, je ne sais pas par où commencer. Je sais que tu ne me crois plus. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai tout gâché. Mais il faut que tu saches quelque chose. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Vraiment. Je voulais juste survivre. Céline et moi, on est au bord du gouffre. On va tout perdre. Notre appartement, notre voiture, tout. Les créanciers nous poursuivent. Ils menacent de saisir nos biens. J'ai peur, maman. J'ai tellement peur. Et je me suis dit que toi, tu pouvais nous aider. Que c'était normal. Que c'était ce que font les mères. Mais j'ai compris que je m'étais trompée. Que je t'avais blessée. Que j'avais tout détruit entre nous.
Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande même pas de m'aider. Je veux juste que tu saches que je regrette. Vraiment. Ton fils qui t'aime, Maxime. J'ai lu cette lettre plusieurs fois. J'ai cherché dans chaque mot, dans chaque phrase, quelque chose de sincère, quelque chose de vrai. Mais je n'ai trouvé que de la manipulation. Je voulais juste survivre. C'est ce que font les mères. Ton fils qui t'aime. Non. Maxime ne regrettait rien. Il avait juste peur des conséquences. Il voulait que je retire ma plainte, que je lui pardonne, que je redevienne la mère qu'il pouvait manipuler. J'ai posé la lettre sur la table, puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maître Garnier. Maître, j'ai reçu une lettre de Maxime. Qu'est-ce qu'elle dit? Je lui ai lu la lettre. Il y a eu un long silence. Puis il a dit « Madame Lefebvre, c'est une tentative de vous manipuler. Vous le comprenez, n'est-ce pas? » Oui, je le comprends. Bien, parce que si vous retirez votre plainte maintenant, tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. Je ne retirerai rien. Après avoir raccroché, je suis restée assise à la table de la cuisine. La tasse bleue était devant moi, vide. Je l'ai prise dans mes mains. J'ai senti le filet doré sous mes doigts. Et j'ai pensé à Georges. Georges, je fais ce qu'il faut, n'est-ce pas? Mais au fond de moi, je savais. Je savais que je ne faisais pas ça pour Georges. Je ne faisais pas ça pour Maxime. Je faisais ça pour moi. Pour cette femme de 71 ans qui avait passé toute sa vie à céder, à s'effacer, à donner. Cette femme qui, pour la première fois, refusait de se laisser détruire. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Une décision qui me pesait depuis des semaines. Je vais vendre la maison. Cette maison où j'avais vécu pendant 50 ans. Cette maison où Maxime était né. Cette maison où Georges était mort. Cette maison qui contenait toute ma vie. Je vais la vendre. Pas parce que j'y étais obligée. Pas parce que je n'avais plus d'argent. Mais parce que je ne pouvais plus y vivre. Parce que chaque pièce me rappelait ce que j'avais perdu. Parce que chaque coin de cette maison portait les traces de mon fils. Et je ne voulais plus vivre avec ces traces. J'ai appelé Maître Garnier. « Maître, je veux vendre ma maison. Vous êtes sûr? Oui? Madame Lefebvre? C'est une décision importante. Ne la prenez pas sous le coup de l'émotion. Ce n'est pas sous le coup de l'émotion. C'est réfléchi. C'est nécessaire. Il y a eu un silence. Très bien. Je vais vous mettre en contact avec une agence immobilière de confiance. Merci. Et où allez-vous habiter? Je ne sais pas encore. Quelque part de plus petit. Quelque part où je pourrais recommencer. Recommencer. Ce mot m'a surprise moi-même. Est-ce qu'on pouvait vraiment recommencer à 71 ans? Est-ce qu'on pouvait reconstruire une vie après avoir tout perdu? Oui, on le pouvait. On le devait. Le lendemain, un agent immobilier est venu visiter la maison. C'était un homme d'une 50aine d'années, élégant et professionnel. Madame Lefebvre, c'est une très belle propriété. Bien entretenue, bien située. Merci. Je pense qu'on peut facilement la vendre en quelques mois. Quelques mois? Oui. Le marché est favorable en ce moment. Et une maison comme celle-ci, les acheteurs vont se battre pour l'avoir. Se battre pour l'avoir. Cette phrase m'a fait sourire tristement. Parce que Maxime aussi s'était battu pour l'avoir. Mais lui, il voulait la prendre, pas l'acheter. Combien pensez-vous qu'on peut en tirer? Entre 600 000 et 650 000 euros. 600 000 euros. Une somme énorme. Une somme qui représentait toute une vie de travail, d'économie, de sacrifice. Georges et moi avions acheté cette maison pour 120 000 francs, il y a 50 ans. Nous l'avions retapée nous-mêmes, pièce par pièce, année après année. Et maintenant, j'allais la vendre, à des inconnus, qui ne sauraient jamais ce qu'elle avait été pour nous. Très bien, faites le nécessaire. Parfait, je vais préparer les documents. Vous pourrez signer dans quelques jours. Après son départ, j'ai fait le tour de la maison, lentement, pièce par pièce, comme pour dire au revoir. Le salon, où Georges et moi avions passé tant de soirées à lire, à parler, à simplement être ensemble. La cuisine, où j'avais préparé des milliers de repas. Où Maxime faisait ses devoirs à la table près de la fenêtre. La chambre de Maxime, que je n'avais jamais eu le cœur de transformer. Avec encore ses posters au mur, ses livres sur les étagères. Notre chambre, où Georges était mort dans mes bras. Et puis, le jardin. Ce jardin que j'aimais tant. Les rosiers que j'avais plantés un par un. Le banc où nous nous asseyions le soir, l'allée de gravier où Maxime jouait avec ses petites voitures. Tout ça allait disparaître. Mais étrangement, je ne ressentais pas de tristesse, juste une forme de paix, parce que je savais que c'était la bonne décision. Lâcher prise, partir, recommencer. Quelques jours plus tard, j'ai signé le mandat de vente, et dès le lendemain, les visites ont commencé. Des couples avec des enfants, des jeunes actifs, des retraités.
Tous regardèrent la maison avec des yeux brillants. C'est exactement ce qu'on cherchait. Le jardin est magnifique. On pourrait refaire toute la cuisine. Refaire toute la cuisine. La cuisine où j'avais passé tant d'heures. La cuisine où j'avais préparé le premier gâteau d'anniversaire de Maxime. La cuisine où Georges m'avait demandé en mariage. Ils allaient tout refaire. Mais c'était normal. C'était la vie. Les choses passaient, les gens passaient, et moi aussi, je passerais. Mais avant, je devais faire quelque chose. Quelque chose d'important. J'ai pris rendez-vous avec un notaire différent de celui qui avait réglé la succession de Georges. Quelqu'un que Maxime ne connaissait pas. Madame Lefebvre, que puis-je faire pour vous? Je veux modifier mon testament. Le notaire a hoché la tête. Très bien. Quelles sont vos volontés? J'ai pris une grande inspiration. Je veux déshériter mon fils. Il y a eu un silence. Madame Lefebvre, vous comprenez que c'est une décision grave? Oui. Et vous êtes certaine? Absolument certaine. Très bien. Je dois vous informer qu'en France, on ne peut pas totalement déshériter un enfant. Il aura toujours droit à sa réserve héréditaire. Mais vous pouvez réduire sa part au minimum légal. Combien? La moitié de ce que vous laissez. L'autre moitié, vous pouvez en disposer librement. Alors je veux léguer cette moitié à des associations. Quelles associations? J'ai réfléchi. Des associations qui aident les personnes âgées victimes d'abus. Des associations qui luttent contre la maltraitance. Le notaire a souri tristement. C'est un très beau geste, Madame Lefebvre. Après avoir signé le Nouveau Testament, je me suis sentie plus légère, pas heureuse, pas soulagée, mais plus légère, comme si un poids énorme venait de se soulever de mes épaules. Maxime aura sa part, mais il n'aura pas tout. Et surtout, il saura que je l'ai fait consciemment, que c'était mon choix, ma décision, ma dernière leçon. Les semaines suivantes, j'ai commencé à vider la maison, à trier mes affaires, à donner ce que je ne voulais plus garder. Les vêtements de Georges, que j'avais gardés dans l'armoire pendant 5 ans, les jouets de Maxime, rangés dans des cartons au grenier, les livres, les bibelots, les souvenirs, tout ce qui avait fait ma vie. Un jour, en triant les affaires de Georges, j'ai trouvé quelque chose, une boîte en bois, cachée tout au fond de son bureau. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des lettres qu'il m'avait écrites au fil des années, mais que je n'avais jamais reçues. J'ai ouvert la première. Ma chère Hortense, aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on est mariés, 20 ans que tu es à mes côtés, 20 ans que tu illumines ma vie. Je ne te l'ai jamais dit assez, mais tu es ce que j'ai de plus précieux que cette maison, plus précieux que tout l'argent du monde. Je t'aime, pour toujours. Georges, j'ai senti les larmes couler sur mes joues. Georges, mon Georges, tu m'aimais vraiment. J'ai lu toutes les lettres, une par une. Il y en avait 15, une pour chaque anniversaire de mariage, 15 lettres qu'il avait écrites mais jamais envoyées, parce qu'il était timide, parce qu'il avait du mal à dire les mots, mais il les avait écrits et il les avait gardés pour moi. Et dans la dernière lettre, celle de nos 45 ans de mariage, 2 ans avant sa mort, il avait écrit quelque chose qui m'a bouleversée. Hortense, je sais que je n'ai plus beaucoup de temps, je le sens. Et je veux que tu saches que si je pouvais recommencer ma vie, je la recommencerais exactement de la même façon, avec toi. Tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée. Fais attention à toi, ma chérie. Parce que le monde n'est pas toujours tendre avec les gens comme toi. Les gens qui donnent trop, qui aiment trop, qui croient trop. Je t'aime, pour toujours. Georges, fais attention à toi. C'était donc ça, ces derniers mots qu'il m'avait dit sur son lit de mort. Il savait que j'allais me retrouver seule. Il savait que j'allais être vulnérable. Il savait que quelqu'un, peut-être même notre fils, pourrait essayer de profiter de moi. Et il avait essayé de me prévenir, à sa façon. Avec ces mots maladroits. Fais attention à toi. J'ai serré les lettres contre mon cœur. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de regret, mais de reconnaissance. Merci Georges. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir protégé, même après ta mort. Merci pour ces lettres. Merci pour tout. Ce soir-là, j'ai pris la tasse bleue. Celle avec le filet doré. Je l'ai lavée une dernière fois. Je l'ai séchée avec soin. Et je l'ai emballée dans du papier bulle. Je l'emporterai avec moi, où que j'aille. Parce qu'elle est tout ce qui me reste de nous, de notre amour, de notre vie. 3 semaines plus tard, la maison a été vendue. À un jeune couple, avec 2 enfants. Ils étaient heureux, enthousiastes. On va être tellement bien ici. Les enfants vont adorer le jardin. Et moi, je leur ai souri. Parce que je savais que cette maison allait revivre, qu'elle allait entendre de nouveaux rires, qu'elle allait abriter de nouveaux souvenirs. Et c'était bien. Le jour du déménagement, je suis partie tôt le matin, avant que les nouveaux propriétaires arrivent.
J'ai fait un dernier tour dans le jardin. J'ai touché les rosiers une dernière fois. Je me suis assise sur le banc. Et j'ai dit au revoir. Au revoir, Georges. Au revoir, Maxime. Celui que tu étais. Au revoir, maison. Au revoir, vie d'avant. Puis, je suis montée dans le taxi qui m'attendait. Avec mes valises, avec ma tasse bleue, avec les lettres de Georges. Et je suis partie. Vers un petit appartement que j'avais loué en ville. Un appartement lumineux, avec un balcon qui donnait sur un parc. Un appartement où personne ne me connaissait, où personne ne savait qui j'étais, où je pourrais recommencer, en silence, en paix, en dignité. 6 mois ont passé depuis mon déménagement. 6 mois dans ce petit appartement au 4e étage, avec vue sur le parc. 6 mois à reconstruire une vie, pas celle d'avant, une autre, plus petite peut-être, mais plus vraie. Les premiers jours avaient été difficiles. Je me réveillais la nuit, désorientée, cherchant mes repères. Où suis-je? Où est ma cuisine? Où est mon jardin? Mais petit à petit, je m'étais habituée à ce nouveau silence, à ces nouveaux murs, à cette nouvelle solitude, une solitude choisie cette fois. Chaque matin, je prenais mon café dans la tasse bleue, sur le balcon. Je regardais les arbres du parc bouger dans le vent. Je regardais les enfants jouer. Je regardais la vie continuer, sans moi. Et c'était bien ainsi. Je n'avais plus aucune nouvelle de Maxime, ni de Céline. Maître Garnier m'avait appelé quelques fois pour me tenir au courant de l'évolution des procédures judiciaires. Le procès aura lieu dans 3 mois, Madame Lefebvre. Bien, vous devrez témoigner. Je sais. Vous vous sentez prête? Oui. Mais la vérité, c'est que je ne pensais plus beaucoup à eux. Pas parce que je leur avais pardonné, mais parce que j'avais compris quelque chose d'essentiel. Ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. Je n'attendais plus rien d'eux. Ni excuses, ni regrets, ni amour. Rien. Et cette absence d'attente était une libération. Un après-midi, alors que je lisais sur mon balcon, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô? Madame Lefebvre ?» C'était une voix de femme. Une voix que je ne connaissais pas. « Oui, je m'appelle Sophie Renard. Je suis journaliste au Monde. J'aimerais vous parler de votre histoire. » Mon cœur s'est serré. « Mon histoire? Oui, l'affaire de votre fils. Elle est devenue publique après le dépôt de plainte. Et beaucoup de gens sont touchés par ce que vous avez vécu. Je ne veux pas parler à la presse. Je comprends. Mais je pense que votre témoignage pourrait aider d'autres personnes. D'autres mères, d'autres personnes âgées qui vivent la même chose et qui n'osent pas parler. J'ai fermé les yeux. D'autres personnes qui vivent la même chose. Combien étaient-elles? Combien de mères, de pères, de grands-parents se faisaient dépouiller par leurs propres enfants, en silence, par honte, par amour? Madame Lefebvre, vous êtes toujours là? Oui. Alors, vous accepteriez de me rencontrer? Juste pour en parler, sans engagement. J'ai réfléchi longtemps. Puis j'ai dit, d'accord, mais pas maintenant, après le procès. Parfait, je vous recontacterai. Merci, Madame Lefebvre. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise sur mon balcon. Parler, raconter mon histoire, pour que d'autres n'aient pas à vivre la même chose. Peut-être que c'était ça, le sens de tout ça. Pas la vengeance, pas la justice, mais la transmission, transformer la douleur en leçon. Les semaines suivantes, j'ai commencé à recevoir des messages, sur ma messagerie vocale, sur mon téléphone, de personnes que je ne connaissais pas, des femmes, surtout, des femmes de mon âge ou plus jeunes, qui me remerciaient. Madame Lefebvre, je ne sais pas si vous écouterez ce message, mais je voulais vous dire merci. Mon fils essaie de faire la même chose avec moi depuis 1 an. Et grâce à votre histoire, j'ai eu le courage de dire non. Madame Lefebvre, je suis avocate spécialisée dans la protection des personnes vulnérables. Votre cas a fait jurisprudence. Vous avez aidé des dizaines de personnes sans même le savoir. Madame Lefebvre, je suis votre voisine du dessous. Je voulais juste vous dire que vous êtes une femme courageuse. Ces messages me bouleversaient, parce que je ne m'étais jamais sentie courageuse. Je m'étais juste sentie survivante. Mais peut-être que c'était ça, le courage. Survivre, refuser de se laisser détruire, continuer. Un matin, j'ai reçu une lettre, pas de Maxime, mais de Nathalie Berger, la comptable qui m'avait aidée. Chère Madame Lefebvre, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous donner des nouvelles. Après avoir démissionné, j'ai créé ma propre société de comptabilité. Et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes âgées, victimes d'abus financiers. C'est grâce à vous que j'ai trouvé ma voie. Merci de m'avoir montré qu'il était possible de dire non, de choisir son camp, de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Avec toute mon admiration, Nathalie. J'ai souri en lisant cette lettre, avec toute mon admiration.
Moi qui n'avais jamais admiré personne d'autre que Georges, moi qui ne m'étais jamais senti digne d'admiration. Et pourtant, peut-être que j'avais fait quelque chose de bien finalement. Pas pour moi, mais pour les autres. Le jour du procès est arrivé. C'était un matin de mai, lumineux et doux. Maître Garnier est venu me chercher. « Vous êtes prête, Madame Lefebvre ?»« Oui. Rappelez-vous, vous dites la vérité. Simplement. Et vous gardez votre dignité. Quoi qu'il arrive. Je sais. » Au tribunal, la salle était pleine. Des journalistes, des curieux, des personnes âgées venues me soutenir. Et au fond, Maxime et Céline, entourés de leur avocat. Quand je suis entrée, tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai marché lentement, la tête haute. J'ai cherché le regard de Maxime. Il l'a détourné. Le procès a duré toute la journée. Les témoignages se sont succédés. Maître Garnier a présenté toutes les preuves. Les micros, les relevés bancaires, les tentatives de fraude, le faux certificat médical, les menaces, tout. Puis ça a été mon tour de témoigner. Je me suis levée, je me suis avancée vers la barre, et j'ai raconté. Pendant 71 ans, j'ai cru que l'amour suffisait, que si je donnais tout à mon fils, il deviendrait un homme bien. Ma voix tremblait, mais je continuais. J'avais tort, parce que l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la faiblesse. Et cette faiblesse, elle a créé un monstre. Dans la salle, le silence était total. Mon fils ne voulait pas me protéger. Il voulait me dépouiller. Il voulait m'enfermer. Il voulait effacer ce que j'étais pour prendre ce que j'avais. J'ai levé les yeux vers Maxime. Et pendant longtemps, j'ai eu honte. Honte d'avoir échoué. Honte d'avoir un fils comme lui. Mais aujourd'hui, je n'ai plus honte, parce que ce n'est pas moi qui ai échoué. C'est lui. Il a échoué à être humain. Il a échoué à être digne. Il a échoué à comprendre que certaines choses ne s'achètent pas, ne se volent pas. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. Mais je n'ai pas baissé les yeux. Et je suis là aujourd'hui, non pas pour me venger, mais pour dire la vérité, pour que d'autres personnes sachent qu'elles ont le droit de dire non, qu'elles ont le droit de se protéger, même contre leurs propres enfants. Quand je me suis rassise, la salle était silencieuse. Puis, quelqu'un a applaudi, doucement d'abord, puis d'autres ont suivi, jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. Le juge a frappé son marteau. Silence, s'il vous plaît. Mais je voyais dans ses yeux qu'elle était touchée. Après tous les témoignages, le juge s'est retiré pour délibérer. Nous avons attendu pendant 2 heures. 2 heures pendant lesquelles j'ai observé Maxime et Céline, assis au fond de la salle. Ils ne se parlaient pas. Ils ne se regardaient pas. Ils avaient l'air petits, si petits. Quand le juge est revenu, tout le monde s'est levé. J'ai ma décision. Monsieur Maxime Lefebvre et Madame Céline Lefebvre, vous êtes reconnus coupables d'abus de faiblesse, de tentative d'escroquerie, d'atteinte à la vie privée et de harcèlement moral. Vous êtes condamnés à 2 ans de prison avec sursis, 60 000 € d'amende et à verser 50 000 € de dommages et intérêts à Madame Hortense Lefebvre. De plus, vous êtes interdit d'approcher Madame Lefebvre pendant 5 ans. J'ai senti mes jambes trembler. 2 ans avec sursis. 60 000 € d'amende. 50 000 € de dommages. Ce n'était pas la prison ferme, mais c'était une condamnation. Une reconnaissance officielle de ce qu'il m'avait fait. Maxime a baissé la tête. Céline a éclaté en sanglots. Mais moi, je n'ai rien ressenti. Ni joie, ni tristesse. Juste une forme de fermeture. C'est fini. En sortant du tribunal, j'ai été entourée de journalistes. Madame Lefebvre, comment vous sentez-vous? Soulagée. Avez-vous un message pour votre fils? J'ai réfléchi. Puis j'ai dit, oui. J'espère qu'un jour, il comprendra que ce qu'on donne avec amour ne peut pas être pris par la force, que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne, et que le temps fait toujours justice. Les mois qui ont suivi, j'ai appris ce qui était arrivé à Maxime et Céline. Pas par eux, mais par des connaissances communes, par des articles de journaux, par des rumeurs. Leur appartement avait été saisi par les créanciers, leur voiture aussi. Ils avaient dû déménager dans un studio minuscule, dans une banlieue lointaine. Céline avait perdu son emploi. Maxime aussi. Plus personne ne voulait travailler avec eux. Leur réputation était détruite. Et puis, un jour, j'ai appris quelque chose d'autre. Céline était partie. Elle avait quitté Maxime. Elle avait demandé le divorce. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre avec un homme qui l'avait entraînée dans cette histoire, m'avait raconté Madame Blanchard, mon ancienne voisine, que je voyais encore de temps en temps. Elle l'avait entraîné, lui? J'ai souri amèrement. Même dans la défaite, Céline refusait de prendre sa part de responsabilité. « Et Maxime ?» avais-je demandé malgré moi. « Il est seul, complètement seul. Ses amis l'ont abandonné.
Sa femme l'a quitté. Et il paraît qu'il a essayé de trouver du travail, mais personne ne veut de lui. Il est seul. Ces mots auraient dû me faire quelque chose. De la pitié peut-être, ou de la satisfaction. Mais je n'ai rien ressenti. Parce que ce n'était pas moi qui l'avais puni. C'était la vie. La vie qui rend toujours ce qu'on lui donne. 1 an après le procès, j'ai reçu une dernière lettre de Maxime. Une lettre courte, manuscrite. « Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu la recevras. Mais il fallait que je te l'écrive. Je suis seule, complètement seule. Céline est partie. Je n'ai plus d'amis, plus de travail, plus rien. Et chaque jour, je me réveille en pensant à toi, à ce que je t'ai fait, à ce que j'ai détruit. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et moi, j'ai donné de la cruauté. Alors c'est ce que je reçois. Je suis désolée. Maxime, j'ai lu cette lettre plusieurs fois. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose pour mon fils. Pas de l'amour, pas de la pitié, mais une forme de compassion distante. Il souffre, et c'est normal, parce que la douleur est parfois le seul professeur qui peut nous apprendre ce que les mots n'ont jamais pu enseigner. Mais je n'ai pas répondu à sa lettre, parce que ce n'était plus mon rôle de le consoler. Ce n'était plus mon rôle de le sauver. Il devait apprendre seul. Il devait affronter seul les conséquences de ses choix. Et moi, je devais continuer ma vie, ma nouvelle vie. Cette vie que j'avais reconstruite, pierre par pierre, jour après jour. Un matin, assise sur mon balcon avec ma tasse bleue, j'ai regardé le parc. Les arbres étaient en fleurs, les enfants jouaient, le soleil brillait, et j'ai pensé, c'est ça la justice. Pas la vengeance, pas la punition, mais l'équilibre. Maxime avait voulu tout prendre, et il avait tout perdu. Moi, j'avais tout donné, et j'avais retrouvé l'essentiel, ma dignité, ma paix, ma liberté. Ce jour-là, j'ai rencontré la journaliste, Sophie Renard. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de chez moi. Elle était jeune, sérieuse, attentive. « Madame Lefebvre, merci d'avoir accepté de me parler. Je vous en prie, je voulais vous poser une question. Après tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous regrettez d'avoir été une mère aimante ?» J'ai réfléchi longtemps. Puis j'ai dit « Non, je ne regrette pas d'avoir aimé mon fils. Je regrette de ne pas avoir su poser de limites, de ne pas avoir compris que l'amour sans responsabilité n'est pas de l'amour, c'est de la complaisance. Et si vous pouviez revenir en arrière, je ferais les choses différemment. J'aimerais toujours, mais j'exigerais aussi, j'enseignerais aussi. Parce qu'un enfant a besoin de savoir que le monde ne lui doit rien, qu'il doit mériter ce qu'il reçoit, qu'il doit respecter ceux qu'il aime. » Sophie a noté mes paroles. Puis, elle a levé les yeux vers moi. « Vous savez que votre histoire a changé la vie de beaucoup de gens ?»« Oui, c'est ce qu'on me dit. Et vous, est-ce que ça a changé votre vie ?» J'ai souri. « Oui, parce que j'ai appris quelque chose d'essentiel. » Sais-tu quoi ? Que la vie n'est pas juste, mais qu'elle est équilibrée. Tôt ou tard, chacun reçoit ce qu'il a donné. Le bien comme le mal, la cruauté comme la bonté. C'est ça le karma ? Peut-être, ou peut-être que c'est juste la vie qui suit son cours. L'article est paru 2 semaines plus tard. Il s'intitulait « Hortense Lefebvre, quand l'amour maternel devient prison ». Et il racontait mon histoire, sans haine, sans jugement, juste la vérité. Après la parution, j'ai reçu des centaines de messages, de femmes, d'hommes, de fils, de filles qui avaient lu l'article et qui avaient compris qu'ils avaient fait du mal, compris qu'ils devaient changer. Et j'ai compris quelque chose. Ma douleur n'avait pas été inutile. Elle avait servi. Elle avait ouvert les yeux d'autres personnes. Elle avait sauvé d'autres vies. Et ça, c'était la vraie justice. La justice silencieuse. Celle qui transforme la souffrance en leçon. Celle qui guérit en transmettant. 3 ans ont passé depuis le procès. 3 ans depuis ce jour où j'ai regardé mon fils pour la dernière fois dans une salle de tribunal. 3 ans pendant lesquels j'ai reconstruit une vie que je n'aurais jamais imaginée. Ce matin, comme tous les matins, je me suis réveillée dans mon petit appartement. J'ai ouvert les rideaux. Le soleil entrait par la fenêtre, doux et chaud. Le parc en face était déjà plein de vie. Des enfants qui jouaient, des couples qui se promenaient, des personnes âgées assises sur les bancs. La vie continuait. Toujours. Je suis allée dans la cuisine. J'ai pris la tasse bleue, celle avec le filet doré. Je l'ai remplie de café. Et je me suis installée sur le balcon. 3 ans. 3 ans que je n'avais plus eu aucun contact avec Maxime. Il m'avait envoyé quelques lettres au début. Des lettres pleines de regrets,
de demandes implicites, de culpabilité maladroite. Je ne lui avais jamais répondu, pas par cruauté, mais parce que je savais que ce n'était pas à moi de le sauver. Certaines leçons, on doit les apprendre seul. J'avais appris par Madame Blanchard qu'il avait fini par trouver un emploi. Un petit emploi dans une société de logistique. Rien à voir avec ce qu'il avait rêvé. Mais un emploi quand même. Il a l'air différent, m'avait-elle dit. Plus calme, plus humble. Comme s'il avait enfin compris quelque chose. Compris quoi? Que la vie ne lui devait rien? Que l'argent n'achète pas la dignité? Que l'amour d'une mère n'est pas un droit, mais un cadeau? Je ne savais pas. Et au fond, ce n'était plus mon problème. Moi, j'avais appris autre chose. J'avais appris que la vie après la perte pouvait être belle aussi. Différente, plus petite peut-être, mais plus vraie. Après la parution de l'article dans Le Monde, j'étais devenue, sans le vouloir, une sorte de symbole. Des associations m'avaient contacté pour témoigner. Des écoles, des centres sociaux, des maisons de retraite m'invitaient à parler, à raconter mon histoire, à dire aux autres « vous avez le droit de dire non ». Au début, j'avais hésité. Parler de tout ça encore et encore, c'était rouvrir la blessure. Mais petit à petit, j'avais compris que ce n'était pas une blessure, c'était une cicatrice. Et les cicatrices, elles ne font plus mal. Elles témoignent juste qu'on a survécu. Alors, j'avais accepté. Et chaque fois que je racontais mon histoire, je voyais des regards changer. Des femmes qui hochaient la tête, des hommes qui baissaient les yeux, des jeunes qui comprenaient soudain ce qu'ils faisaient à leurs parents. Un jour, après une conférence dans une maison de retraite, une vieille dame s'était approchée de moi. Elle devait avoir 80 ans, le dos voûté, les mains tremblantes. « Madame Lefebvre, merci. Merci pourquoi? Pour avoir dit tout haut ce que je n'ai jamais osé dire. » Elle avait les larmes aux yeux. « Mon fils me demande de l'argent depuis 20 ans. À chaque fois je dis oui, parce que j'ai peur qu'il m'abandonne, parce que je crois que c'est ça, être une bonne mère. Et maintenant je sais que je peux dire non, que j'ai le droit, que ça ne fait pas de moi une mauvaise mère. » Elle m'avait serré dans ses bras, et j'avais compris. C'était pour ça que tout ça était arrivé. Pas pour me punir, pas pour me briser, mais pour que je puisse aider les autres. Ce matin, sur mon balcon, j'ai pensé à tout ça, à ce chemin que j'avais parcouru, de cette femme qui donnait tout sans compter, à cette femme qui avait appris à se protéger, de cette mère qui croyait que l'amour suffisait, à cette femme qui savait maintenant que l'amour sans limite n'est pas de l'amour. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô? Madame Lefebvre? C'est Nathalie Berger. » Nathalie, la comptable qui m'avait sauvée en me donnant les preuves contre Maxime. « Nathalie, comment allez-vous? »« Très bien. Et vous? »« Bien aussi. Je vous appelle parce que j'ai quelque chose à vous dire. » Elle a marqué une pause. « J'ai créé une association. Une association pour aider les personnes âgées victimes d'abus financiers. C'est merveilleux, Nathalie. »« Oui? Et je voulais vous demander, est-ce que vous accepteriez d'en être la marraine? » La marraine. Moi. Cette femme qui, il y a 3 ans, ne savait même pas comment se défendre. Je ne sais pas si... Hortense, je peux vous appeler Hortense? Vous êtes exactement la personne qu'il nous faut. Vous avez vécu ce que vivent des milliers de personnes en silence. Et vous avez trouvé la force de dire non, de vous battre, de survivre. J'ai senti les larmes monter. D'accord, d'accord? Oui, j'accepte. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise, la tasse bleue entre mes mains. La vie était étrange. Elle vous prenait tout. Et puis, elle vous rendait quelque chose d'autre. Pas la même chose, mais quelque chose de plus précieux peut-être. Un sens, une mission, une raison de continuer. L'après-midi, je suis allée me promener dans le parc. C'était l'automne. Les feuilles tombaient des arbres en tourbillonnant. Je me suis assise sur un banc et j'ai regardé les gens passer. Des familles, des couples, des enfants avec leurs parents, des mères avec leurs fils. Et j'ai pensé à Maxime, mon fils, mon unique enfant. Je ne le haïssais plus, je ne l'aimais plus comme avant non plus. C'était quelque chose entre les deux, un mélange de tristesse, de regret et d'acceptation. Il est ce qu'il est, et moi, je suis ce que je suis. Nous avons fait nos choix, et maintenant, nous vivons avec. Est-ce que j'aurais voulu que les choses se passent autrement? Oui, bien sûr que oui. J'aurais voulu avoir un fils qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. J'aurais voulu vieillir entouré de ma famille. J'aurais voulu transmettre cette maison, ces souvenirs, cet amour. Mais la vie n'avait pas voulu ça. La vie m'avait donné autre chose. La solitude, oui. Mais aussi la liberté, la dignité, la paix. Et au fond,
C'était peut-être mieux ainsi, parce que j'avais appris ce que beaucoup de gens ne comprennent jamais, qu'on peut survivre à la perte, qu'on peut reconstruire, qu'on peut être seul sans être abandonné. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres, une enveloppe blanche, sans timbre. Quelqu'un l'avait déposée directement. J'ai reconnu l'écriture. Maxime, mon cœur s'est serré. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir. Puis je l'ai fait. Maman, je sais que tu ne veux plus avoir de contact avec moi. Je respecte ça. Mais il fallait que je t'écrive une dernière fois. Pas pour te demander quelque chose. Pas pour que tu me pardonnes. Juste pour te dire merci. Merci de m'avoir dit non. Merci de m'avoir forcé à affronter ce que j'étais devenu. Ces 3 dernières années ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai tout perdu. Ma femme, mon travail, mon confort, ma réputation. Mais j'ai gagné quelque chose d'autre. La vérité sur moi-même. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, m'a libéré. J'ai compris que je n'étais pas l'homme que je croyais être, que j'avais été égoïste, cruel, aveugle. Et surtout, j'ai compris que tu avais raison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Je ne sais pas si un jour tu pourras me pardonner. Je ne sais même pas si je le mérite. Mais je voulais que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé. Et que je passe le reste de ma vie à essayer de devenir l'homme que tu aurais mérité d'avoir comme fils. Même si c'est trop tard. Même si tu ne le verras jamais. Je t'aime, maman. Maxime. J'ai lu cette lettre 3 fois. Et pour la première fois depuis 3 ans, j'ai pleuré pour mon fils. Pas de colère, pas de douleur, mais de soulagement. Il a compris. Enfin, il a compris. Est-ce que je lui pardonnerais? Je ne savais pas. Le pardon n'était pas quelque chose qui se décidait. C'était quelque chose qui venait, ou qui ne venait pas. Mais au moins, maintenant, je savais qu'il avait compris. Que ma décision de dire non n'avait pas été inutile. Qu'elle l'avait sauvé, d'une certaine façon. En le forçant à grandir. En le forçant à devenir enfin un homme. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement. Pour la première fois depuis des années, j'ai fait un rêve. Un rêve où Georges et moi étions assis dans notre jardin. Il tenait ma main, et il me disait « Tu as bien fait, Hortense. Tu as fait ce qu'il fallait. » Quand je me suis réveillée, le soleil se levait. Je me suis levée. J'ai pris la tasse bleue, et je suis allée sur le balcon. Et là, en regardant le parc s'éveiller, j'ai compris quelque chose. Ma vie n'était pas finie. Elle continuait, différemment. Mais elle continuait. Et si mon histoire pouvait aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, ne serait-ce qu'une mère à poser des limites, ne serait-ce qu'une personne à comprendre que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, alors tout cela aurait eu un sens. Aujourd'hui, j'ai 74 ans. Je vis seule dans mon petit appartement. Je n'ai plus de contact régulier avec Maxime. Mais je ne suis pas seule. J'ai mes voisins qui frappent à ma porte pour prendre des nouvelles. J'ai les personnes que j'aide dans l'association de Nathalie. J'ai les lettres que je reçois de femmes qui me remercient d'avoir parlé. J'ai ma dignité, ma liberté, ma paix. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le bonheur n'est pas dans ce qu'on possède. Il n'est pas dans ce qu'on donne. Il est dans ce qu'on est. Je ne suis plus cette femme qui donnait tout sans compter. Je ne suis plus cette mère qui croyait que l'amour suffisait. Je suis devenue une femme qui sait dire non. Une femme qui sait se protéger. Une femme qui sait que parfois, la plus grande preuve d'amour, c'est de laisser l'autre affronter ses propres choix. Et si je pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que je changerais? Beaucoup de choses. J'aurais posé des limites plus tôt. J'aurais exigé le respect en même temps que je donnais l'amour. J'aurais compris que dire non, ce n'est pas rejeter. C'est protéger. Mais je ne regrette rien. Parce que cette douleur m'a transformée. Elle m'a appris qui j'étais vraiment. Elle m'a donné une force que je ne savais pas avoir. Et elle a fait de moi quelqu'un qui peut aider les autres. Alors aujourd'hui, assise sur mon balcon, avec ma tasse bleue entre les mains, je regarde le parc, je regarde la vie continuer, et je me dis, c'est ça, la vraie victoire, pas la vengeance, pas la justice des tribunaux, mais cette paix intérieure, cette certitude d'avoir fait ce qui était juste, cette liberté d'être enfin moi-même. Et si vous m'écoutez en ce moment, vous qui avez peut-être vécu la même chose, vous qui donnez tout sans recevoir, vous qui avez peur de dire non, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas égoïste. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit d'exiger le respect. Vous avez le droit de dire non à ceux qui veulent vous dépouiller, même si ce sont vos propres enfants. Parce que l'amour, le vrai amour, ce n'est pas tout donner. C'est donner en respectant ce qu'on est. C'est aimer en posant des limites. C'est protéger l'autre en le laissant grandir.
Et si mon histoire peut vous aider à ouvrir les yeux, si elle peut vous donner la force de dire non, si elle peut vous montrer qu'on peut survivre à la perte et retrouver la paix, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.